J'ai toujours eu à l'intérieur de moi la certitude que j'allais faire de l'argent. Tout est fait pour que les hommes deviennent plus faibles. Il y a des sixièmes qui ont fait des partouzes, des toilettes du collège. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la routine c'est une notion d'équilibre, genre il faut que je sois un peu ceci, un peu cela. L'entrepreneuriat, j'ai toujours dit, je le dis sur les réseaux, après 2-3 ans, après j'arrêterai. Je pense que la France c'est complètement baisé parce que t'as le mec pas cultivé, qui a jamais travaillé sur lui d'une manière ou d'une autre, qui a jamais côtoyé qui que ce soit d'important, qui a jamais rien réussi, dire Macron il prend trop des décisions de con. Le dropshipping, t'es obligé de faire semblant que tu fais pas du dropshipping parce que personne n'a envie d'acheter un produit AliExpress pour lui une fois le prix. Tout le temps penser business, tu dors business, tu vis business, et au bout d'un moment ça vient tout seul. Écoutez, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité très spécial. Vous le connaissez sûrement, je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Belize, l'équilibriste en chef, pourfendeur des univers. On vient pour régler les problèmes environnants. Parfait. Bah, écoute, ça fait plaisir de t'avoir du coup dans cette vidéo. Je vais te poser quelques questions au niveau de ton évolution, qu'est-ce qui a amené que tu t'es lancé dans le business, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le business. Et puis après, on parlera pure business, quelles sont tes activités aujourd'hui, parce que je sais que tu as plusieurs activités à côté de l'infopreneuriat. Et puis voilà, ça te convient? Carrément, ok. Alors la question c'est ce qui m'a fait commencer le business? Exactement. Ok. Ce qui m'a fait commencer le business précisément, je pense que ça vient toujours d'une volonté interne de façon générale. J'avais, je pense, comme beaucoup de fois, je l'ai entendu chez beaucoup d'entrepreneurs différents, juste la volonté à l'intérieur de moi de le faire, même quand j'étais tout jeune, même quand je comprenais rien à l'argent. Je savais que je voulais être libre et je savais que je voulais en avoir beaucoup. Mais il y a eu quelques éléments marquants. Quand j'avais 18 ans, je me rappelle de deux éléments marquants. Le premier élément, c'est quand j'étais en CAP, je pense que je devais avoir 16 ans à peu près. Je me suis rendu compte que j'allais avoir un diplôme de merde, ou que j'allais pas avoir de diplôme du tout, mais je partais du principe que ça comptait même pas dans mon cheminement. Malgré le fait que j'avais pas la moindre compréhension du monde du travail et que je comprenais pas ce qui allait se passer si j'avais un diplôme ou si j'avais pas de diplôme, je comprenais absolument pas en quoi ça allait impacter mes revenus, mais j'étais persuadé que ça les impacterait pas. Mais bon, dans le doute, j'avais quand même tapé sur Google quel métier je pouvais faire sans diplôme. Et j'avais 16-17 ans, mais je le faisais pas avec la vision de ce que j'allais faire l'année prochaine, mais en gros d'à quoi ma carrière allait ressembler. Et j'étais tombé sur un blog top 10 des métiers qu'on peut faire sans diplôme, et là ça m'a sorti livreur de pizza, vraiment une liste qui te met bien, tu vois. Et moi je le faisais, j'avais un peu la sensation, je sais pas si toi t'as eu cette sensation un jour dans ta vie de prendre conscience, genre comme si la conscience elle touchait ton corps. Tu vois, quand t'es jeune, tu vis un peu en freestyle, juste tu vis comme un corps qui se balade, et d'un coup t'es touché par la conscience, tu vois. Et moi, c'était l'une des premières expériences où je me disais, ok, je vais prendre conscience de mon long terme, je vais regarder quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. Et en gros, je me dis, mais je peux pas, 40 ans livreur de pizza, c'est pas une option dans ma tête. Je comprenais pas. Je me disais, il doit y avoir une erreur. Je pense que j'ai pas bien lu. La deuxième expérience, c'est quand j'avais 18 ans et que je travaillais à l'usine. Je m'étais fait la réflexion consciente au bout de, je pense, 6 mois que je travaillais à l'usine et 3 mois dans cette usine précisément. Et je m'étais fait la réflexion consciente de je travaillerai pas plus d'1 an dans cette usine. Je m'autorise à vivre des moments où c'est difficile, où je suis pas heureux, où je fais pas beaucoup d'argent. Mais je sais que c'est pour une vision plus grande, alors il faut pas que ça dure plus d'1 an. Et le même jour exact, la femme qui me formait, qui avait 44 ans, elle m'a dit mot pour mot, quand je suis arrivé, j'avais ton âge et je pensais que je resterais pas plus d'1 an dans cette usine. Et ça faisait 25 ans qu'elle travaillait dans la même usine. Et du coup, j'ai pris conscience du fait que ma volonté, mon ambition, ce que je pensais qui faisait de moi un être différent, ça allait pas du tout être assez comparé à mes actions. Et qu'il allait falloir que je fasse des choses différentes. Et à partir de là, je mettais juste mon énergie dans tous les sens. Je suis devenu obsédé du jour au lendemain. Ok, ouais, donc c'est les deux éléments qui ont vraiment marqué ton envie d'entreprendre, ton envie de changer de vie. Je pense que je pourrais en donner 150, mais c'est les deux qui me viennent en tête quand tu me parles de ça. Mais en gros, de toute façon, c'est la douleur d'avoir la sensation de vivre une vie qui ne me correspond pas, multipliée par la réalisation du fait que si tu fais pas activement des choses différentes, t'as la même vie de merde que tout le monde et personne croit qu'il va avoir une vie de merde. Tu vois. Pour autant, factuellement, c'est le cas pour la plupart des gens. Ouais, ok, je vois. En parlant du premier point, je me reconnais un max parce qu'en fait, j'avais fait la même chose. Moi, j'étais en commerce, tu vois, et il y avait écrit, tu sais, c'est vendeur en gros. Le métier de vendeur. Je raconte les vendeurs, mais bon, c'est pas du tout les métiers qui me donnaient envie. Tu sais, pourtant, on te vend les BUT, commerce et tout, en mode tu vas finir directeur, tout ça. Alors que pas du tout, finalement. Je me reconnais un peu dans ça. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, concrètement, tu as commencé le business du coup à 18-19 ans, c'est ça? On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Alors, je sais pas ce qui marque le début d'un business, parce que, en quelque sorte, même quand j'étais au collège, je faisais déjà de l'achat-revente de choses que je pouvais faire, ou dès que j'avais la possibilité ou la sensation que je pouvais faire de l'argent, je faisais quelque chose. Donc, je sais pas à partir de quel moment on peut considérer que je faisais du business, mais en tout cas, à 18 ans, c'est là où activement je faisais du business, où j'ai commencé en quelque sorte. Et t'as commencé par quoi concrètement? C'était quoi ton premier vrai business? Mon premier vrai business? Alors en fait, pareil, ça dépend ce que tu définis vrai business. Si on parle du premier business qui m'a fait de l'argent, si on parle du premier business dans lequel je me suis investi, quand j'avais 18 ans, le premier business que j'ai commencé, justement cette même semaine où ma formatrice m'avait fait cette réflexion, je m'étais dit, ok, maintenant juste par principe, je vais prendre la prochaine opportunité qui passe devant moi et je vais faire ça. Et donc à peu près en même temps,
cette même formatrice, on avait eu une discussion autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie. C'était en 2017, je pense. Ok. 2016 ou 2017. Et on avait eu une conversation là-dessus. Et elle m'avait donné un livre que son frère lisait à ce sujet-là. Et donc j'avais commencé à lire à ce sujet-là, essayer de comprendre les crypto-monnaies, essayer de commencer à investir, comprendre comment ça fonctionnait. Donc je me suis intéressé à ce monde-là. J'ai commencé à faire des investissements juste en perso avec un tout petit capital, puisque je travaillais à Lyon, donc tu te doutes que le salaire c'était pas une dinguerie. Mais donc j'ai commencé à faire ça. Et c'est la première fois où, disons, je me suis intéressé, ne serait-ce qu'au concept de démultiplication de l'argent. Donc c'est pas un business, mais c'est juste la compréhension, la prise de conscience de ok, mon argent, c'est moi qui l'ai entre les mains et c'est à moi de faire les mots. Donc j'ai fait ça. Et en même temps, j'ai commencé le marketing de réseau. Pareil, pas du tout passion ou quoi que ce soit. Je me rappelle exactement d'ailleurs le gars qui m'avait fait la présentation en marketing de réseau. Je lui avais dit, tu m'aurais dit de vendre des paquets de chips vides, je l'aurais fait. Parce que je voulais juste vendre quelque chose. Je voulais juste quelque chose qui avait un levier qui dépendait de mes compétences. Donc c'est le premier business que j'ai fait, si on peut appeler ça un business. Aujourd'hui, je ne considérerais pas du tout que c'est un business, mais juste c'est un métier de commercial indépendant, quoi. Ouais. Mais c'est à peu près là que j'ai commencé à vouloir être payé à à la valeur que j'apportais en quelque sorte, en tout cas. D'accord, ok. Après ça, j'ai fait trading, dropshipping, SMMA, j'ai plus ou moins testé tout ce que je voyais passer. Ouais. Oui, les business qu'on a tous à peu près lancés quand on se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Ok, super intéressant. Donc c'est ça qui, du coup, tu parles souvent de vente, toi, dans tes vidéos. C'est ces activités-là qui t'ont fait au final apprendre la vente. C'est ce qui m'a fait démarrer la vente. Après, j'ai fait du porte-à-porte en Suisse aussi. Ça m'a appris la vente d'une autre manière. Et puis ensuite, j'ai managé parmi les gens avec qui je travaillais en porte-à-porte comme les gens avec qui je travaillais en MLM après. J'ai recommencé un autre business en MLM aussi. Et là, je suis parti plus sur la partie justement vente, former les vendeurs, etc. Même en dehors de ce business-là que j'avais arrêté. Je formais des gens à la vente et puis je travaillais moi-même dans la vente. Donc ça a été ma première expérience où j'étais vraiment focus sur la vente plus que sur le produit en lui-même, mais sur vraiment la psychologie de vente, la négociation, l'utilisation de la programmation neurolinguistique, etc. D'accord, ok. Ok. Super intéressant, franchement. Super intéressant. Et t'as des gens qui t'ont inspiré ou pas? Qui t'ont donné envie aussi de te lancer, mis à part, les choses que t'as vécues en salariat? Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, mais en fait, les gens m'inspirent parce qu'ils sont différents de moi d'une certaine manière. Souvent, on est inspiré par les gens qui nous ressemblent et je suis peut-être, en tout cas quand j'étais plus jeune, peut-être plus impacté par les gens qui me ressemblaient parce que ça te donne la sensation « Ah, s'il l'a fait, je peux le faire ». Mais moi, je suis plus impacté par les gens qui me ressemblent pas du tout parce que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi la certitude que j'allais faire de l'argent. Du coup, il n'y a jamais eu un moment où je le remettais en doute. Maintenant, je dis pas que ça m'a pas aidé de voir des gens le faire, mais ce qui moi m'intéresse, c'est de voir que plein de gens complètement différents font de l'argent. Parce que ça permet de dire, ok, il n'y a pas une recette à laquelle je dois m'aligner, me calquer, ressembler à quelqu'un d'autre, mais vraiment plus ou moins n'importe qui peut le faire, ou en tout cas, visiblement, il y a différentes personnalités qui font que ça peut fonctionner. J'ai juste à comprendre la recette, tu vois. Donc moi, ce qui m'a inspiré, ça a été justement la variété dans les profils. Mais les profils dont je m'inspire aujourd'hui, c'est pas forcément les gens du business, parce que ce que j'ai à faire en business, je le sais, et dans 99% des cas, j'ai la sensation qu'on sait ce qu'on doit faire, on met juste trop longtemps à le faire, et c'est ce qui délaye nos résultats. Mais bien souvent, dès que tu fais le truc, tu obtiens le résultat direct, et tu te dis, je suis un connard, j'aurais pu le faire il y a 3 ans. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, j'aime beaucoup les sportifs. Kobe Bryant, c'est un mec qui m'inspire énormément. McGregor aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Parce que je trouve très intéressant la notion de qui est celle à laquelle je me reconnais dans l'argent. J'ai décidé que j'allais faire ça, donc je vais juste faire ça. Si j'ai décidé que j'allais dédier ma vie à devenir le gars qui met le mieux possible un ballon dans un trou, je vais juste faire ça, tu vois. Ouais. Même si ça paraît futile, même s'il n'y a rien, même si c'est juste pour le propre respect de ma décision, tu vois. Et je considère qu'un gros problème dans la société de façon générale, que ce soit lié à l'argent ou aux hommes de façon générale, parce que sur ma chaîne je parle aussi beaucoup de la masculinité, même en dehors du business, toutes les choses sont juste des outils. Je considère que le respect de ses propres décisions, c'est le truc le plus important. C'est la chose qui fait que les gens manquent de confiance en eux, comme n'ont pas ce qu'ils veulent en relation, comme n'ont pas ce qu'ils veulent en business. C'est juste, t'as une idée dans ta tête et tu la doutes. Tu vois, tu pars pas du principe si je le pense c'est vrai. T'as besoin que d'autres personnes te prouvent c'est faisable parce qu'il te le dit, parce qu'il a plus de leadership où il arrive à te convaincre que c'est la vérité, ou alors son parcours de vie. Moi j'aimerais bien que, et je pense que c'est un grand atout, quand tu te mets à te dire c'est vrai juste parce que je le pense. Si je le pense c'est que c'est vrai, tu vois. Et si c'est faux, il va falloir que je me prouve que c'est faux par le fait de le faire et d'échouer, tu vois. Mais les gens en général ils font le chemin inverse, ils regardent les autres faire, ils regardent plein de gens faire, ils se disent c'est possible, en général ils continuent de regarder jusqu'à ce qu'ils trouvent des gens qui ont échoué avec la même méthode pour pouvoir se dire ah bah non il y a d'autres gens qui ont échoué donc c'est pas sûr donc je le fais pas, tu vois. Ouais. Or, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse, il faut se faire énormément confiance et après avoir l'obsession de l'obsession. Beaucoup plus que trouver un mec qui a le bon chemin et le copier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je parle beaucoup d'obsession aussi, c'est vrai que l'obsession c'est obligatoire. Tout le temps penser, moi je parle beaucoup de business sur ma chaîne, tout le temps penser business, tu dors business, tu vis business, et au bout d'un moment ça vient tout seul. Enfin,
avec le travail bien sûr, mais si tu penses qu'à ça, ça viendra forcément. Le truc de l'obsession, c'est que c'est un truc qui rase la compétition et qui force les gens à se mettre au même niveau parce que c'est un peu comme le rapport entre la guerre et la paix. C'est-à-dire la paix mondiale, ça fonctionne que si 100% des gens le font. Mais s'il y a un seul mec qui veut faire la guerre, ça casse tous les gens qui veulent faire la paix, tu vois. Ouais. Et donc c'est un peu pareil avec l'obsession. C'est tu peux vouloir te dire je le fais tranquille, mais s'il y a un seul mec sur le même marché que toi qui est obsédé, il va prendre tout ce que tu prends pas. Ouais, donc t'es obligé d'être obsédé parce que, et c'est ça l'avantage aussi et ce qui fait que ça te donne un avantage compétitif par le fait d'être obsédé, c'est que même si ça fait du sens, bah, la plupart de tes concurrents ils sont pas obsédés quand même, tu vois. Et du coup quand t'es obsédé, en vrai t'es le seul à l'être autant. Dans la plupart des marchés c'est ça. Du coup c'est pour ça que tu pourfends un peu tous les autres parce que les autres ils sont tranquilles. Ouais, ils sont en mode paisible. Ils disent, ouais, ça va, chill. Ouais, je comprends. C'est super intéressant pour le coup, parce que du coup, t'as vraiment développé toutes ces compétences-là par ton train de vie avant, du coup, les salariats, et maintenant, du coup, toutes les compétences que t'as, c'est grâce à tous les business que t'as lancés, parce que du coup, t'en as lancé beaucoup, ce que t'as dit. Ouais, je pense que j'en ai lancé beaucoup en nombre, mais je pense pas que ce soit anormal. J'ai pas l'impression que... Je pense que quand tu vois des interviews de businessmen, ils concentrent sur les questions qui leur sont posées, et donc tu parles d'un business, donc il va te répondre sur un business, mais si tu leur poses la question de combien de business t'as lancé, pareil, qu'est-ce que toi tu considères un business? Est-ce que c'est la vision de l'extérieur? Ça fait de l'argent, on commence à m'en parler, donc je considère que c'est un business. Ou est-ce que c'est la prise de décision personnelle de je vais essayer de vendre ça? Parce qu'en fait, ce qui constitue un business, c'est ça, c'est j'ai un service ou un produit, j'essaye de le vendre, ça vend ou ça vend pas. Est-ce que le fait que t'aies pas réussi à le vendre, ça veut dire que t'as pas fait le business? Non, t'as fait le business, juste tu l'as pas vendu. Donc si tu considères par exemple toutes les choses que j'ai essayé de vendre, ouais, j'en ai fait beaucoup et je pense que je vais en faire encore beaucoup d'autres. Ouais, c'est pas fini. Ouais, non, je pense que dès qu'il y a quelque chose à vendre, je le vends en fait. Ouais. Tu vois, je peux changer de business, je peux avoir un nouveau business cet après-midi en fait. Ouais. Dès qu'il y a une opportunité à saisir, je me ferme jamais. Vraiment. Après, il y a le ratio de décision, tu vois, et de coût d'opportunité. Mais en général, je suis jamais fermé au mouvement. Comme on dit, c'est le passage à l'action qui fait tout aussi, qui fait la différence. Les gens qui passent à l'action vite ont des résultats rapidement et ceux qui procrastinent, au final, ils n'ont pas de résultats. Ouais, il peut y avoir ça, ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, tu as combien de business? Là, je travaille sur 4 business dont je parle activement et pour lesquels moi-même je suis impliqué. Il y a d'autres business sur lesquels j'entre en jeu sur du conseil ou sur lesquels je peux avoir des parts, mais sur les business sur lesquels je suis impliqué moi directement, j'en ai à peu près 4 là. Ok. On en viendra après si tu veux expliquer un petit peu aussi qu'est-ce que tu fais concrètement de A à Z. Mais aujourd'hui, j'ai vu, sur ta chaîne, tu parles beaucoup de dev perso aussi, tu parles beaucoup de routine aussi. Du coup, est-ce que c'est toujours des routines que tu appliques ou tu changes sans arrêt aussi de routine pour avoir ce mindset-là? Parce que ça s'entretient un mindset comme ça. Ah, d'accord. Je change beaucoup de routine. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression. Après, c'est mon expérience de vie personnelle, donc je sais pas si ça se réplique. J'ai pas l'impression que ça se développe un mindset comme ça. J'ai l'impression que ça se libère, tu vois. C'est vraiment cette notion de... Je pense que la plupart des hommes, ils ont ce truc-là à l'intérieur d'eux. Juste, ils ont été convaincus, soit par les autres, soit par eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas le droit de le libérer. Et donc, du coup, ça ne se libère pas et c'est anesthésié. Mais c'est beaucoup plus... La routine, pour moi, ça sert beaucoup plus à s'autoriser à faire ce que tu veux être, enfin, à faire ce que tu veux faire et à être qui tu veux être, qu'à développer ce personnage. Après, de toute façon, tu développes aussi les compétences et tout ça, mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que la routine, elle sert juste pour moi à optimiser ce que je veux optimiser maintenant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la routine, c'est une notion d'équilibre, genre il faut que je sois un peu ceci, un peu cela, il faut que je sois un peu sur mon business, un peu sur ma santé, un peu sur mon temps libre, un peu sur mon éveil spirituel, un peu sur mon mental, un peu sur ma famille. Le problème, c'est que selon moi, si tu fais ça, t'as un tout petit peu de résultat dans tout, et un tout petit peu, c'est quasiment rien. Donc, moi, j'ai des routines de déséquilibre, beaucoup plus. C'est de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'achever là tout de suite, je sacrifie tout le reste, je fais que ça. Et ensuite, rattrape le déséquilibre mental avec le dev perso, une fois que vraiment tu as l'impression que tu perds pied parce que tu as tout sacrifié pour faire ça. Ok, donc tu te mets à 100% sur un domaine et ça ta routine. En général, ouais. D'accord, ok. En général, j'équilibre. Et c'est ça que j'entends. Sur ma bio YouTube, j'ai mis équilibriste, justement, c'est cette notion-là. C'est que, en fait, pour avoir de l'équilibre, il suffit juste d'avoir le même poids des deux côtés. Et il y a un peu ce réflexe où, je sais pas, inconsciemment, si tu voulais donner de l'équilibre entre un bâton posé sur une pierre, t'essaierais de le poser délicatement et de le laisser. Mais en fait, c'est juste parce que c'est plus facile de mettre 0 g et 0 g de chaque côté mentalement et de le lâcher. Mais si tu mettais 1 kg de force et 1 kg de force, il serait aussi en équilibre, tu vois. C'est le rapport de poids. Donc moi, ma manière de gérer l'équilibre, c'est de mettre à fond là et à fond là. D'accord, ok. Et concrètement, du coup, vu que tu parles aussi beaucoup de société, tu penses quoi aujourd'hui de la société, notamment en France? C'est quoi un peu tes points de vue là-dessus? Je pense que la France, c'est complètement baisé parce que c'est volontairement mis dans ce contexte-là. Et je pense que tu peux pas gagner une guerre que t'es pas en train de battre parce que tu crois qu'il n'y a pas la guerre. Donc de facto, c'est obligatoirement perdu d'avance, puisque les gens ils considèrent qu'il y a des mauvaises décisions et ils pensent que des gens qui ont réussi les plus grandes écoles, qui ont 25 ans d'expérience, qui sont par groupe de 100 avec une pensée commune, ils sont cons, tu vois. Ils prennent des décisions de cons, les mecs. Tu vois, t'as le mec qui est pas cultivé,
qui a jamais travaillé sur lui d'une manière ou d'une autre, qui a jamais côtoyé qui que ce soit d'important, qui a jamais rien réussi, il dit Macron il prend trop des décisions de con. Tu vois, tu peux pas prendre des décisions de con quand t'es à ce niveau-là. Et tu peux pas être le mec qui prend des décisions de con pendant 5 mandats d'affilée, tout le monde a pris des décisions de con et tout le monde dans la même direction pour favoriser tout le temps le même groupe de personnes et mettre dans la merde tout le temps le même groupe de personnes. C'est forcément volontaire. Sauf que comme la plupart des gens ils le voient comme il est bête donc des fois il prend des mauvaises décisions, c'est perdu d'avance. Donc t'as une guerre à sens unique, donc forcément c'est perdu. Ok, ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ils ont jamais rien fait de leur vie, ils connaissent rien, et puis après ils disent qu'ils prennent des décisions de merde. Ok. Et concrètement, toi, de ton côté, c'est pour ça aussi que t'as changé de pays, que t'as quitté la France? Ou il y a d'autres raisons aussi? Ouais, il y a plusieurs éléments. T'es dans un combat entre deux, et ça dépend où tu veux te situer dans un combat. Je le verrais pas comme de la fuite si quelqu'un cherchait à juste ignorer et se dire ok, les news, regarder la télé, ça m'apporte rien de bon, je vais juste éteindre la télé et me barrer, tu vois, et vivre ma vie. Disons que je pense que tu as le droit aussi de t'extraire du monde politique et géopolitique et social et de dire ok, même si la France c'est mon pays, j'ai envie de m'extraire et d'aller vivre ailleurs. Moi c'est pas ce que j'ai choisi de faire concrètement sur le long terme, mais je pense que sur le court terme ça peut t'amener la paix intérieure nécessaire pour construire ce que tu as envie de construire, devenir qui tu as envie de devenir et ensuite faire ce que tu as envie de faire. Donc ça fait part de ce plan là, ouais. D'accord, ok. De ce plan là, j'ai besoin de partir parce que si t'es dedans, pour moi, si t'as un intérêt pour le peuple et si t'as une vision, si ça t'embête qu'il se passe ça et les choses qui se passent en France, si ça t'embête à l'intérieur, soit tu milites activement, soit tu pars, tu te construis, tu fais de l'argent en vue de revenir militer différemment, tu vois. Après, encore une fois, t'as le droit aussi de te barrer et de t'en battre les couilles, mais moi personnellement, j'ai choisi plutôt la seconde option, qui est de partir pour accumuler et pour avoir la liberté de pas être dans le jeu. Parce que quand t'es dans le jeu, t'es obligé de subir les règles, tu te manges des pressions pour rien du tout, t'as tout le temps des bâtons dans les roues, direct ou indirect, et t'es tout le temps désolé de voir devant tes yeux le truc s'auto-détruire, tu vois. Ouais. Et quand t'as l'argent, les règles, là, c'est différent. Ouais, bah ouais. Il y a beaucoup moins de règles. Il y a beaucoup moins de règles, ouais. Beaucoup. Ok. Ouais, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Moi, je dirais souvent même que la France, elle nous ralentit aussi dans l'entrepreneuriat. Dans le sens où les entreprises françaises, c'est taxes. Ça nous ralentit de fou. Il y a aussi cet aspect-là aussi. Je pense que moi, je vais quitter la France pour ça, justement. Pour revenir par la suite, un peu comme toi, quand j'aurai bien scalé mes business. Mais je trouve aussi que la France ralentit les entrepreneurs. Je sais pas si t'es d'accord là-dessus. Le truc, c'est que la France, ça reste le 3e pays sur Terre qui fait le plus de millionnaires, derrière la Chine et les États-Unis. Et proportionnellement, je crois qu'on est à moitié moins des États-Unis, c'est genre une très haute proportion à l'échelle mondiale. Donc, ça crée, pour moi, la France, ça crée aussi bien le meilleur mindset pour devenir millionnaire, ou en tout cas faire de l'argent, peu importe, tout comme le pire. C'est-à-dire, le mec qui râle et qui se plaint et qui a la sensation que tout vient de l'extérieur, c'est typiquement français. Mais le mec qui a l'arrogance de penser qu'il mérite, c'est aussi typiquement français. Du coup, je pense que la France, elle te donne à peu près toutes les armes quand tu as une éducation typique française pour devenir riche et libre. Maintenant, tu es aussi dans un contexte où c'est quand même, malgré les taxes, malgré tout ça, plus facile qu'au Burkina Faso. Du coup, forcément, c'est de ta faute si tu fais pas d'argent, même quand tu as des taxes. Le vrai problème pour moi des taxes, c'est l'utilisation. Je veux dire, si le pays entier ressemblait à Monaco, il n'y a pas de souci de payer 75%. Le problème, c'est que tu l'envoies dans la corruption et des choses que je sais pas si tu as envie d'aborder dans ton podcast, tu vois. Mais du coup, l'argent, globalement, il part par la fenêtre, tu vois. On peut l'aborder si tu veux, moi, j'ai pas de censure. Okay. Si tu as envie d'en parler. Non, bah de toute façon, c'est que ça part dans de la merde, en fait. Ça part dans de la merde et ça part dans du viol massif, ça part dans du détournement d'argent, ça part dans du trafic d'êtres humains et après, tu te manges une amende parce que t'es allé 5 km/h trop vite, tu vois. Du coup, ça peut être un peu frustrant. Et ils n'ont pas la volonté, en fait, d'unir. Bah, d'ailleurs, de toute façon, et c'est pour ça que je dis que c'est évidemment volontaire, c'est que, encore une fois, la France, c'est le pays qui a gagné le plus de batailles de l'histoire de l'humanité. Et on est à 2 fois plus que le numéro 2, qui est l'Angleterre. Donc, historiquement, s'il y a un pays où tu veux que les hommes masculins perdent leurs couilles, en premier, il faut que ce soit la France, parce que c'est ceux qui vont toujours avoir un problème avec la révolution. Donc, pour faire perdre ses couilles à quelqu'un, tu as besoin de le faire se sentir mis de côté, ce qui va provoquer en lui le sentiment en premier de rébellion. Donc quand tu es mis de côté, premier réflexe, c'est une forme de colère. Donc d'abord tu t'énerves, ensuite on te fait croire que tu es considéré, mais en parallèle on t'enlève tes ressources, et là tu es épuisé, et on fait que ça dure longtemps. C'est comme les batailles judiciaires ou de façon générale, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus épuisant moralement que financièrement, même si ça l'est aussi financièrement, et c'est une symbolique parallèle, même socialement. En France, le but c'est d'épuiser moralement les gens, parce que quand les gens ils sont épuisés moralement, mais qu'ils ont quand même besoin de travailler pour faire de l'argent et pour avoir à manger aujourd'hui, bah les gens arrêtent de se poser des questions parce que juste le cerveau n'a pas la capacité de se projeter, tu vois. Donc c'est hyper important que les gens se chient dessus et que les gens se sentent extrêmement stressés la plupart du temps, parce qu'encore une fois, s'il y a un pays dans lequel il faut que ce soit le cas, si tu veux avoir un gouvernement établi
avec un contrôle complet, c'est la France, ouais. Ok. Ouais, donc ils ont vraiment, comme tu dis, affaibli les hommes. Et ça passe pas par ça. Je pense aussi, il y a aussi l'effet, les fast-food, enfin tout ce qui fait baisser la testostérone des hommes aussi. Ça, t'as déjà évoqué, il me semble aussi sur tes vidéos. T'en parles assez souvent. Tout est fait pour que les hommes deviennent plus faibles, au final. En fait, c'est ça, comme tu dis, le truc, c'est que ça marche avec tout. C'est-à-dire, il y a les fast-food, mais il y a les fast-food, il y a les poils, il y a les vêtements que tu portes, il y a les draps dans lesquels tu dors. En fait, quand tu fais la liste, même ne serait-ce que sur l'angle santé, sans même parler de psychologie, sans parler de relations, sans parler d'argent, juste sur l'angle santé, tu fais la liste des choses que tu consommes tous les jours et tu dis « Ah, mais c'est pas de temps en temps, ils ont laissé un colorant qui est pas top. » C'est 100% des choses que tu consommes, elles sont empoisonnées. Genre 100%. Et après, tu te poses la question de comment est-ce qu'on gère les relations. Et tu te dis « Ah putain, l'équilibre du couple, il a été inversé. On met la dynamique où on vit dans une société féminine et plutôt féminine que féministe. Mais en tout cas, enfin plutôt féministe que féminine en réalité, mais c'est quand même aussi très féminisé. Évidemment, puisque c'est les meilleures consommatrices et c'est celles dont on dirige plus facilement les émotions. Donc tu dis les relations, elles sont mises à mal. Et en fait, ça fonctionne avec tout. L'argent, tu dis ah on est dans le pays le plus taxé au monde, mais on n'a pas pour autant les bénéfices de ça. Et donc en fait, encore une fois, dans chaque élément de chaque élément est suroptimisé. Et c'est pour ça que c'est évident que c'est une guerre. Tu peux pas te dire que c'est une coïncidence que dans 100% des éléments, 200% des éléments, tout soit mis contre les gens. Donc oui, ça fonctionne avec la santé et ça fonctionne avec tout le reste. Ouais, ok. Ouais, je suis entièrement d'accord là-dessus. De toute façon, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, tu as parlé de féministes. T'en penses quoi concrètement, toi, de ton côté ces mouvements-là qui durent depuis maintenant longtemps? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, ça dépend à quel niveau. Parce qu'en fait, quand on parle de féminisme, pour moi, on parle de deux choses différentes. On parle du féminisme du point de vue des féministes et on parle de l'instrumentalisation du combat en lui-même. Donc le combat en lui-même, il est ce qu'il est, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des revendications. Le féminisme, ça s'est vu à plusieurs reprises, c'est beaucoup plus un combat contre les hommes que pour les femmes, ce qui est la marque de l'incompréhension complète de comment le monde a fonctionné jusqu'à maintenant, parce que c'est facile de se battre contre les hommes quand t'as le cul posé sur une chaise fabriquée par un homme, des vêtements que tu portes qui ont été fabriqués par un homme dans une maison qui a été fabriquée par des hommes, que l'eau du robinet que t'as dans le verre qui a été fabriquée par un homme, le robinet lui-même fonctionne grâce à un homme, et il n'y a aucun de ces éléments qui a été fabriqué par une femme. Donc oui, c'est facile d'être contre les hommes dans ce scénario-là, mais pour moi c'est juste, ça montre le niveau d'inéducation et de bêtise. Donc l'instrumentalisation du mouvement, maintenant c'est différent parce que l'instrumentalisation, elle est de toute façon faite par les mêmes personnes qui empoisonnent l'eau, empoisonnent les vêtements, poussent le fast-food, détruisent les relations, fassent que les gens se sentent mal psychologiquement, etc. Donc de toute façon, c'est juste un instrument comme un autre. Si c'était pas ça, ce serait autre chose. La mode du mouvement, pour moi, c'est la même chose que... Je le prends pas trop au sérieux parce que tu vois, LGBT à un moment, et on avait une discussion justement là-dessus hier. Moi, je suis beaucoup moins exposé à ça maintenant. Ça me sautait beaucoup plus aux yeux il y a quelques années. Mais pour moi, je le vivais comme les gothiques à l'époque ou les hippies avant. C'est-à-dire, c'est juste une mode, une volonté d'aller à contre-courant dans la période. Et il y a toujours des gens qui se considèrent hippies maintenant, il y a toujours des gens qui se considèrent gothiques maintenant, mais il y en a quand même beaucoup moins et c'est pas l'époque. Donc c'est juste une vague, une volonté de rébellion et de faire quelque chose de différent. Mais quand c'est pas porté par des valeurs logiques et que c'est complètement débile, forcément ça tient pas sur long terme, donc j'ai jamais eu peur de ça. Maintenant, le truc, c'est toujours l'instrumentalisation et la manière dont tu le mets au milieu. Quand par exemple tu vas implémenter de l'éducation sexuelle à l'école pour apprendre aux mineurs à se branler ou des trucs comme ça, là tu te dis ah ok, l'instrumentalisation elle est différente parce qu'autant laisser le peuple être con, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon il a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait l'être, mais quand c'est instrumentalisé par les politiques et que tu fais semblant d'être con pour pousser encore plus le truc, tu te dis ah là dans ce cas là c'est fait exprès, tu vois. Donc voilà, t'as les deux parallèles. Dans les deux cas c'est con, mais il y a un truc qui est con pour la volonté de détruire les hommes et il y a un truc qui est con juste parce que les gens sont cons, quoi. Ouais, ok, oui, donc les deux aspects et les deux sont cons. Ok. Et c'est aussi ce qui a fait aussi qu'il y a eu des partouzes en CP et tout dans des collèges, je crois. J'avais lu ça à un moment. Il y a des sixièmes qui ont fait des partouzes dans des toilettes du collège. C'est chaud quand même. Je suppose que c'est chaud, ouais. Je pense que tu l'envoies comme ça. Ah ouais, ok. c'est Non, chaud. j'ai pas entendu parler. Ouais, si, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ok. Je propose qu'on s'oriente un peu plus niveau business. On avait commencé, on a fait une petite aparté. Toi, concrètement, aujourd'hui, tu as plusieurs activités. C'est quoi concrètement? Donc, tu as l'infoprenariat. Ça, on le sait tous. Mais à côté, tu fais quoi comme activité? Alors, ma principale activité, c'est l'import-export. C'est un business que j'ai développé, j'en ai parlé récemment aux États-Unis. Donc, je suis parti aux États-Unis il y a de ça quelques années pour apprendre un nouveau format de business. J'avais déjà fait du marketing, j'avais déjà fait de la vente, etc. Et là-bas, j'avais une connaissance qui faisait de l'achat-revente à petite échelle. Ce qui s'est passé, c'est que en Floride, t'as les front yard et back yard. Ça veut dire les gens, ils ont une maison, ils ont un jardin devant et un jardin derrière. Tout le monde a ça, même dans le ghetto, c'est ça. Les pauvres, ils ont ça, ils vivent pas dans des bâtiments, ils ont des maisons. Juste, c'est des maisons de merde. Mais ils ont quand même des maisons.
et tu as un jardin devant et un jardin derrière. Et en Floride, légalement, tu es obligé d'entretenir le jardin. Ça veut dire si l'herbe est trop haute, tu prends des amendes. La police elle passe, elle voit que ton herbe elle est trop haute, elle met des amendes. Ce qui fait que tout le monde embauche des gens pour couper l'herbe parce qu'ils ont tous la flemme de le faire. Et en général, t'embauches des Mexicains et les Mexicains ils sont pas réguliers, ils sont pas sérieux, ils passent une fois, ils repassent pas, ils s'en foutent un peu, ils font le travail à moitié. Des fois ils le font bien, mais en gros c'est ça le cliché du truc. Donc je me suis dit si je vais là-bas et qu'on va couper de l'herbe, t'as déjà un business qui est certain en quelque sorte. Tu toques à la porte des gens, tu leur dis hey, je viens pour financer ma bourse du collège. Vous me laissez couper votre herbe, je reviendrai dans 2 semaines. Donc, okay. Donc pour ce faire, il nous fallait une tondeuse. Je suis allé là-bas, on est allé acheter une tondeuse, et quand on est allé acheter une tondeuse avec mon associé, on est tombé sur une palette, un mec qui vendait des tondeuses sur Facebook Marketplace, et en fait il avait une palette avec plein de tondeuses dessus. Et en fait il faisait carrément de l'achat-revente de tondeuses. Et donc on lui a posé la question de où est-ce qu'il se les procurait, comment est-ce qu'il faisait, etc. Il nous a expliqué un peu que en fait il faisait de l'achat-revente sur Facebook Marketplace et que des fois il vendait ça, des fois il vendait autre chose. Et donc on s'est mis à couper de l'herbe, prendre la tondeuse et à faire ça et à se poser la question. Et mon associé, comme il connaissait bien la culture américaine puisqu'il est américain, il a commencé à se renseigner un petit peu plus sur comment faire. Donc on a scalé un petit peu ce business juste en achat-revente vraiment de base, acheter des trucs pas trop chers, essayer de les revendre un peu plus cher, etc. On a continué à travailler là-dessus jusqu'à revendre des palettes entières avec de la marchandise, jusqu'à revendre des camions entiers, jusqu'à revendre plusieurs camions par semaine. Et donc là on s'est positionné un peu différemment sur ce business-là où on vend aux grossistes en import-export. En réalité c'est surtout aux États-Unis mais on fait aussi vers l'Amérique latine. Là on est en train de travailler pour s'implanter aussi sur le marché européen. Ça c'est le business principal du coup que je développe. Ok, stylé. Ça change beaucoup de gens que j'interviewe. C'est que là c'est un business physique, même si je suppose du coup t'as pas de locaux. C'est vraiment tu achètes du coup les tondeuses et tu les fais livrer en camion. Ouais c'est ça. On a ce qu'on appelle des facilities, je sais pas comment traduire ça, mais en gros c'est des hangars comme des 3PL, Third Party Logistics, c'est pas non plus comment on le dit en français, mais des hangars logistiques sur lesquels on fait transiter la marchandise. Par exemple si ça doit être envoyé d'un état à un autre et qu'on a besoin de le faire transiter entre les deux, ou qu'on a un client qui a besoin de voir la marchandise physique, on peut avoir des third party où on expose la marchandise, les gens viennent la voir. Mais en tout cas nous tout le business il est gérable à distance. Ouais. D'accord, ok, oui, c'est l'avantage aussi. Ouais. C'est l'avantage pour avoir une vraie liberté. Et concrètement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question. Pour l'import-export, tu t'es lancé avec combien de capital? Comme on a scalé en partant de genre 250 balles pour acheter une tondeuse, c'était ça. Après, pour passer à acheter un camion, je crois que j'avais mis le premier camion qu'on a acheté, je pense que j'ai mis 6 000 € ou dollars, je pense. Mais je crois que c'était à peu près pareil le cours à ce moment-là. Je me rappelle que l'euro, il était même passé en dessous du dollar à ce moment-là. Donc, probablement autour de 6 000 €. Ouais. D'accord. T'as loué le camion ou tu l'as acheté? Parce qu'un camion ça coûte. Non, en fait, quand on dit le camion, c'est le contenu du camion en fait. Ah, d'accord, ok. Oui. Ouais, c'est pas acheter le camion en lui-même. Ouais. Et après, il faut payer le gars qui livre aussi. Ouais. Ça, c'est autre chose. Mais ok. Ouais. Ok, je croyais que t'avais acheté le camion. Non, okay. Le contenu du camion, ouais. D'accord, ok. Et du coup, t'as d'autres activités? C'est quoi à côté de l'import-export? Du coup, les autres activités que j'ai, c'est que récemment, donc en fait, quand j'étais là-bas, j'ai fait beaucoup de connaissances, j'ai fait d'autres business aussi que j'ai fait entre temps, et pareil, c'est pour ça que je dis, si on parle de chaque élément que tout le monde fait, on parle de 50 choses par an, je pense. Ouais. Mais quand j'étais là-bas, donc, on a rencontré des gens qui habitaient à Palo Alto dans la Silicon Valley, et avec qui on est un peu resté en contact et qui développaient justement un réseau là-bas aux États-Unis de connaissances, de personnes qui juste ont plein de business différents, etc. Et donc récemment, je dis récemment, mais c'était il y a plus d'1 an maintenant, il y en a d'entre eux qui s'étaient lancés dans le développement d'applications mobiles. Et j'aime bien toujours avoir un angle différenciant. Tu sais, en fait, la raison pour laquelle l'import-export, je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que c'est une bonne vision à avoir, c'est que comme 100% des gens de notre génération se tournent vers les business en ligne et dématérialisés, à raison parce que c'est juste plus intéressant, en fait, ce qui fait qu'un business est intéressant, c'est le fait qu'il que tu aies un très bon ratio de potentiel et peu de concurrence en réalité. Si tu as énormément de clients et moins de gens qui vendent, tu es dans un bon business normalement, si c'est pas trop dur à faire. Et je pense qu'il y a ce shift-là qui se passe avec l'import-export et les business physiques, c'est-à-dire que le monde, il est quand même régi par les produits physiques et par la prestation de services réels. Et une grande part de ce qui se passe sur Internet, c'est irréel, tu vois, même si c'est pas tangible, ça apporte pas concrètement de la valeur que de faire scaler une boîte de vente d'e-book. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de valeur réelle dans le monde qui est apportée par le fait de faire ça. Donc du coup, comme ce shift il se fait, c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de s'intéresser au business physique. Maintenant, pour les business en ligne, parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle c'est très intéressant, la création d'applications en ligne. On voit un shift là sur le marché où tu as beaucoup de gens qui font du SaaS et du B2B notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, la même dynamique qui se voit dans l'infoprenariat, qui est si tu prices cher, tu as une bonne qualité de client, si tu as une forte marge, tu as une possibilité d'améliorer ta presta, etc. Et tu as une forte scalabilité par ces précédents éléments que j'ai cités. Pour le SaaS, c'est un peu la même chose. Les gens ils ont cette vision de transformer un petit peu leur vision infoprenariale en un business réel, mais qui reste avec les mêmes principes et les mêmes avantages, donc ils font du SaaS B2B. Ce qui fait que ça délaisse selon moi énormément le principe de DTCA, donc Direct to Consumer Apps, qui sont les apps grand public, qui visent tout l'inverse, c'est-à-dire tout le mass market, pour très peu d'argent, avec un gros potentiel viral,
et un gros taux de conversion parce que tu as de la viralité, tu as du marketing, etc. Avec un ajout de valeur qui est moins puissant ou en tout cas requis d'une manière un peu différente que le SaaS, parce que quand tu fais du SaaS, quand tu fais du B2B, quand tu fais du high ticket, bah, on attend de toi une forte prestation. Or, quand tu fais quelque chose qui est anecdotique, une application marrante ou un truc comme ça, on sait que c'est marrant, ça vaut 9 balles. Enfin, ça coûte 9 balles parce que ça vaut 9 balles. Mais du coup, tu as d'autres avantages qui sont la viralité et qui sont également le fait que tu sois dans un marché qui est délaissé. Donc, du coup, je développe ça. Je développe des applications moi-même en partenariat justement avec ces gars-là. J'ai interviewé récemment un mec, Alex Slater, donc un gars qui a créé une application justement qui fait 500 000 $ par mois et qui est l'associé aussi de Zach Adegari qui a créé Kale.ai qui ont fait 4 millions le mois dernier après Apple. Donc, je pense qu'ils doivent être à 5 millions, 6 millions le mois dernier à 18-19 ans, je crois qu'il doit avoir maintenant, Zach. Et donc, c'est ces mecs-là justement qui sont les gars de Palo Alto que j'ai rencontrés à ce sujet-là. Donc avec eux, je développe des applications aussi en direct. Et à côté, j'ai lancé un accompagnement pour aider les gens à développer des applications sur lesquelles on prend une part. Et on développe avec eux l'application de zéro. On travaille sur l'idéation pour justement s'assurer qu'on a une idée qui a un fort potentiel, sur le marketing pour s'assurer qu'on a un marketing viral, sur le design, la conceptualisation, faire que l'application soit publiée sur l'App Store rapidement et après qu'on ait de l'acquisition client rapidement, quoi. D'accord, ok. Ok, ouais, donc c'est ultra complet. Juste revenir sur un point. Après, je réagirai sur les applications. Du coup, tu parlais aussi qu'il n'y a pas de vraie valeur en business en ligne. Par exemple, comme tu as dit, un gars qui vend des e-books, au final, son entreprise, elle n'a pas de valeur. Du coup, toi, tu penses un jour revendre, je sais pas si tu penses à la valorisation de ta boîte. Je pense que c'est quelque chose pour lequel c'est pas facile de se projeter au début du business. Moi, personnellement, je me projetais pas du tout sur ça au départ. T'es en mode, je veux du cash. Je veux juste que mon réveil sonne pas demain matin, au moins, tu vois. Au départ, c'est surtout ça que tu veux. Et c'est la meilleure sensation. J'ai pas encore revendu une boîte à plusieurs centaines de millions, donc je sais pas. Mais j'ai envie de dire, pour le moment, la meilleure sensation que j'ai vécue, c'est de pas être obligé de mettre son réveil. Donc au départ, tu penses juste au cash flow. Le truc avec la valorisation, c'est que t'es payé double en fait. Tu multiplies ton cash par deux. Si t'es rentable et que tu fais de l'argent, ton revenu mensuel, il rentre en compte dans ta valo. Donc en fait, tu fais un mois à 100 000, en réalité, tu fais un mois à 100 000 direct et un mois à 100 000 potentiel à ta revente. Donc tu multiplies direct ton business par deux par le fait qu'il soit vendable. Après, en général, disons que l'infoprenariat, le fait que ce soit pas vendable est compensé par le cash flow. Donc est-ce que tu multiplies par deux? Peut-être pas, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, l'idée, ouais, potentiellement, c'est juste intéressant d'être un peu partout. Mais en vrai, je le fais pour le cash flow quand même. Mais c'est juste si tu as le bonus de pouvoir revendre, pourquoi pas, tu vois. Faut pas le prendre en compte. Après, l'infoprenariat, c'est pas vendable parce que c'est le personal brand. Encore une fois, ça marche, c'est un business qui marche par rapport à la personne. Ouais. Donc non, après, je pense que tu as de l'info qui est vendable, mais. Ah, les SaaS? Il faut. Ouais, le SaaS. Même, je pense que si tu brandes une agence, il y a moyen que ce soit vendable. Mais je pense que tu te fais embaucher dans ta propre boîte quand même pendant 2-3 ans pour le lancer. Ouais, il y a des pour et des contre en soi. Ok. Et du coup, applications, t'en as plusieurs, de ce que j'ai compris. T'as plusieurs applications. T'as des noms à citer? Donc j'ai 3 applications. J'ai une application sur le Looks Maxing aux US qui s'appelle. Et en France, j'ai 2 applications. Une application qui s'appelle. Enfin, l'application qui est déjà aux US mais qui va sortir en France là qui s'appelle. Donc il y a un scanner de. Pour. Et le niveau d'optimisation, enfin d'atteinte optimisée de ton potentiel physique. Et je vais lancer une application aussi en France avec la même stratégie que ce que j'ai fait aux US. D'accord, ok. C'est stratégie d'abonnement? Ouais, c'est une stratégie d'abonnement. Tu as de l'abonnement mensuel ou tu as de l'abonnement annuel. Une strat qui est assez intéressante là-dessus aussi pour le Kickstart, juste pour répondre. J'ai trouvé une app qui fonctionnait bien. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans ce marché-là, c'est que tu as vu que tu as un potentiel viral et que tu peux profiter de la viralité et qu'en fait, t'as pas les points négatifs de la personal brand. Disons que les points négatifs de la personal brand, c'est quoi? C'est qu'il faut la masse de trust, tu vois. Maintenant, il faut de la trust parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, surtout si tu fais du B2B ou de l'acquisition et tout ça. Il y en a tellement qu'il faut que tu aies de la trust. Alors que quand tu as un SaaS, ou quand tu as une DTCA ou quand tu as une application, pardon, tu peux donner la sensation d'avoir été là pour toujours parce que c'est ton branding qui prend cette place-là, tu vois. Ouais. Et il y a tellement d'applications, il y a tellement de ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait avec ma boîte aux États-Unis d'ailleurs. C'est de régler la problématique de la trust par le fait de professionnaliser l'acquisition client et le branding et donner la sensation d'avoir été là pour toujours. Donc en fait, tu peux faire quelque chose de super intéressant parce que si tu arrives à avoir un marketing viral sur une app, tu as tout de suite la trust en fait. Tu as direct la trust. Du coup, tu as un gros taux de conversion parce que les gens ils ont l'impression que tu es là depuis toujours. Parce que si tu as un branding professionnel, que tu as un bon onboarding, bah du coup, ça donne l'impression que l'app elle a toujours été là. Donc tu n'as aucun problème de trust sur les apps. Aussi, ce qui est super, c'est que je trouve que c'est l'un des rares business en ligne qui a zéro controverse, tu vois. Le dropshipping, t'es obligé de faire semblant que tu fais pas du dropshipping parce que personne n'a envie d'acheter un produit AliExpress pour 8 fois le prix, tu vois. L'OFM, tout le monde dit que la moitié sait que c'est de la merde, en tout cas pas en termes de business et de cash, mais genre, t'as pas envie de dire à tes darons, je travaille avec des putes, tu vois. Et l'infoprenariat, les 2 tiers des gens, ils pensent que c'est du bullshit, tu vois. Donc, il y a peut-être 2 business, mais je vois que c'est toujours de la merde. SMMA, en réalité, les 2 tiers des gens qui font des SMMA, ça fait 6 mois qu'ils font de la pub, ils ont jamais fait une pub rentable et en fait, tu vends gros opérateurs ou même la plupart des business en ligne comme ça où les gens qui vont travailler avec des infopreneurs, en gros, ils te démarchent, mais tu vas être leur premier client, ils n'ont jamais fait de client de leur vie et ils vont t'apprendre à faire plus de clients, alors que les applications, tout le monde kiffe.
Personne n'est contre l'idée de télécharger une appli. C'est pour ça que je trouve que ça fait partie des rares business où tu as peu de friction au téléchargement de la part du client. La seule chose, c'est de justifier le paiement une fois que le gars est dedans. Et donc c'est pour ça que le gros travail, c'est l'onboarding, parce que les gens souvent ils sont en mode ah, si l'appel est payante ou si l'appel est gratuite. Donc nous on fait des apps gratuites, le mec il onboard et à l'intérieur du workflow on le convainc de payer, tu vois. Et j'ai une question d'ailleurs, parce que ça c'est un comportement d'achat. Du coup c'est des apps iOS, est-ce que tu as Android aussi ou pas? Je fais que iOS. Ok, parce que j'allais te demander du coup, est-ce qu'il y a une différence en termes de paiement sur iPhone? Il y a une énorme différence. Je sais que les gens sur iPhone ont beaucoup plus tendance justement à payer parce que déjà les téléphones sont plus chers et c'est pas le même comportement d'achat. C'est extrêmement différent. Je connais des apps qui fonctionnent très bien sur iOS, en général, sur Android, pardon. En général, ce qui fait qu'une app va très bien fonctionner sur Android, c'est que ta target, c'est les Indiens. Tu vois. Okay. En gros, c'est ça la différence. C'est si tu as une target qui est largement plus massivement présente sur Android, bah, du coup, ça fait du sens que ce soit sur Android. Si tu targetes le comportement d'achat et l'esthétique et le fait que ton appel soit stylé et que tu aies un mouvement compulsif d'achat, iOS large. Tu vas avoir des apps qui font genre 6 fois plus de cache avec 3 fois moins de téléchargement sur iOS que sur Android. Tu vois. Beaucoup de gens téléchargent sur Android, mais beaucoup moins de gens payent. Ouais, ok, je vois. Et Apple, ils prennent pas trop Si, ils prennent, beaucoup. Ouais. Ils Après, prennent. maintenant, je crois que tu peux contourner, non? Il y a une Tu loi peux qui est contourner, passée. mais ouais, il y a la loi qui est passée. Maintenant, je sais pas à quel point ça fonctionne sur le long terme parce que c'est pareil, tu peux le faire passer jusqu'à ce que ça passe. Mais normalement, tu peux le faire. Mais jusqu'à maintenant, tu pouvais déjà le faire avant aussi. Il fallait juste leur demander l'autorisation de le faire. Ils acceptaient pas pour tout le monde. Mais normalement, en théorie, tu peux contourner ça et passer par Stripe maintenant. Maintenant, tu passes par Stripe. Donc Stripe, ils peuvent aussi te sauter comme ça parce que c'est Stripe. Mais c'est juste pour le principe d'être Stripe. Mais sinon, ouais, normalement, ils te prennent 15% si t'es en dessous d'1 million par an et 30% si t'es au-dessus d'1 million par an. D'accord, ok, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Surtout que, ouais, mis à part te donner l'accès à l'application, il faut rien. Bah après le truc c'est qu'ils te donnent quand même... Bon après c'est la même que sur Google aussi. Mais je dirais que c'est pas rien parce qu'ils te donnent accès à tout le marché, la fluidité d'expérience, la valeur perçue qui est assez énorme du fait d'avoir l'app sur l'App Store. Donc c'est un peu comme l'infoprenariat aussi, c'est que comme on sait que t'as que du profit, bah on t'allume en fait quand on est en partenariat avec toi, tu vois. Ouais. Tu te fais allumer par les partenaires sur les prices ou sur les pourcentages parce qu'ils savent que t'as que du cash. Donc en fait c'est pareil pour les apps. Ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de coûts parce qu'en réalité en dehors de cette cut et du marketing, t'as un dev à payer et un dev c'est gratuit quand ton appel fait de l'argent. Tu vois. Donc si tu veux prendre un dev en partenariat ou si tu veux la vibe coder, ce sera pas idéal au départ, mais tu peux la kickstart. Tu la kickstart en vibe coding, tu la lances, t'as 15% en dessous d'1 million par an, ton app tu la lances, elle est gratuite en fait, ça t'a rien coûté, tu vois. Tu les payes les 15% jusqu'à 1 million. Tu vois. Ok, oui, c'est vrai, oui. Je le fais comme ça, c'est vrai qu'en fait ça. Tu peux faire des MVP super vite. Et j'ai une question pour toi, parce que tu donnerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans ces business-là, dans ce genre de business? Parce que moi je te dis, c'est le genre de business qui m'intéresse justement. Parce que l'infoprenariat, j'ai toujours dit, je le dis sur les réseaux, après 2-3 ans, après j'arrêterai parce que ça me plaît pas. C'est histoire de faire de l'argent et d'aider des gens à se lancer. Et concrètement, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'import-export ou alors dans le développement d'applications? Il y a 2 éléments. Pour moi, le premier élément, c'est la vision que tu as du business. C'est-à-dire que ce soit dans les apps ou dans l'import-export. Ce que j'aime beaucoup moi dans les apps, c'est que c'est un excellent business pour se lancer si tu es à zéro et que tu fais pas de cash. Et que c'est un excellent business pour faire plus de cash si tu fais déjà du cash comme l'infoprenariat ou quoi que ce soit. Et en plus que c'est un outil qui est extrêmement bien maîtrisé parce qu'une fois que tu sais popper une app comme ça en 2 minutes, bah tu te crées tes propres apps, tu te crées ton propre écosystème. Les 2 tiers, tu les monétises pas, c'est juste pour te faciliter la vie, faciliter tes équipes. Et en plus, si tu le lances, tu vas faire 3 ou 4 fois plus de cash qu'en infoprenariat. Du moins, tu peux viser ça très facilement. Du coup, c'est des business qui t'apportent des compétences réelles. Ce qui est un peu le cas en infoprenariat, mais disons que le plus grand apport de compétences en infoprenariat, c'est la stratégie d'acquisition en fait. C'est comprendre l'acquisition, comprendre comment fluidifier des tunnels de vente, c'est le plus gros truc. Et après un peu la delivery, mais en général, tu délivres sur des trucs que tu comprends, donc t'apprends pas des nouvelles choses, t'apprends juste à la limite le comportement humain, mais c'est pas le plus gros truc. Et si tu scales vraiment, tu peux apprendre le management d'équipe, tu vois. Alors que en import-export, même en création d'app ou même de façon générale, t'apprends à apprendre en fait. Et pour moi, ce qui donne envie d'apprendre à apprendre, c'est la quantité de vision. C'est-à-dire, la première chose que je veux faire quand je veux démarrer un business, c'est de me prouver que je peux faire un niveau de cash qui m'exciterait demain à l'idée de faire ça, plus que de faire ce que je dois déjà faire. Okay. Si je vois un business pour faire 30 000 euros par mois, je vais pas me réveiller demain pour le faire. Donc du coup, il faut le plus rapidement possible que je me prouve qu'il y a des gens qui ont l'air moins compétents que moi, qui font 20 fois plus que moi sur ce business-là, tu vois. Si c'est le cas, je me dis ok, je peux le faire tranquille. Et du coup là, je suis obsédé, et du coup je suis excité, et en fait j'utilise ça. La première chose pour moi, c'est ça, c'est augmenter son niveau de motivation, parce qu'en vrai la motivation ça sert. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le pic d'énergie de la motivation pour apprendre. Et en vrai pour moi c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut utiliser le pic d'énergie de la motivation pour faire, et après apprendre pour te redonner l'excitation. C'est-à-dire que tu veux apprendre jusqu'à ce que tu aies la certitude. Et du coup, c'est pour ça que tu vas regarder l'équivalent de vidéo lifestyle dans un domaine si tu veux apprendre le business en général. C'est-à-dire, au début, création d'application par exemple, j'appelle quelqu'un, il me dit ok, je fais 1 million par mois, tu vois.
Je me dis, ok, super, tu fais vraiment 1 million par mois. Je veux qu'on en discute pour que ça rentre dans ma tête. Il fait vraiment beaucoup de cash, tu vois. Au début, faut vraiment que mon cerveau il s'imprime jusqu'à ce que ça me gêne, tu vois, qu'il fasse autant de cash. Une fois que c'est fait, je me pose, tac, tout ça, je me dis, putain, il fait 1 million par mois avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une deuxième ou une troisième personne qui me dise la même chose et je veux entendre de la bouche de quelqu'un, ouais, c'est normal, c'est du cash que tu fais avec ce business-là, tu vois. Et là, je me dis, oh waouh, ok, il y a de l'autre côté de la porte, il y a le monde de Narnia, tu vois, il y a un autre univers dans lequel j'étais pas dedans jusqu'à maintenant, il y a un autre univers là, tu vois. Deuxième chose que je veux me prouver, c'est qu'ils sont pas plus intelligents ou plus forts que moi. Donc je vais leur demander comment t'as fait et je vais donner des idées. Est-ce que t'as pensé à faire ça? Et va me dire, ah non, j'y ai pas pensé. Donc là, je me dis, ah waouh, en plus, il est plus con que moi, le gars, tu vois, il est plus con que moi, il fait plus d'argent que moi. Donc là, je me dis, ok, ça veut dire que je peux le faire. Donc là, je suis très excité. Et les 2 premiers trucs, ça a été de la recherche d'informations. Or, la plupart des gens, et tu peux même le faire sur YouTube en réalité, tu cherches des interviews d'un mec qui te dit, je fais 1 million par mois, bon bah c'est ok, tu vas regarder un peu plus sur lui, trouver des infos, ça revient au même. Tu veux faire monter l'excitation, direct après, t'es en mode je fais. Parce qu'une fois que t'as fait, t'as direct ancré l'habitude de faire. Et si ton réflexe c'est excitation-action, bah c'est trop bien parce que dès que t'as de la motivation, tu fais les choses. Et après, quand vraiment t'as plus d'énergie ou quand t'as besoin d'une information, tu vas chercher. Mais les gens, ils vont beaucoup chercher quand ils savent pas, au lieu de faire quand ils savent pas, tu vois. Ils se disent, je dois chercher jusqu'à ce que je sache ce que je dois faire et après je le fais. Le problème, c'est que tu as utilisé toute l'énergie de la motivation à chercher, du coup, tu n'as plus d'énergie au moment de le faire et du coup, tu dis, je vais me coucher, je le ferai demain, tu vois. Ce qui fait que beaucoup de gens ne se lancent pas aussi. Ouais. Beaucoup de gens consomment du contenu mindset. Par exemple, moi dans mes prospects, il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu mindset mais qui agissent pas. Au final, du coup, bah, ils font rien. Parce qu'en fait, en plus, le pire, c'est que des fois, ils se disent, ah, j'ai été productif en regardant du contenu. Ouais. Alors que non, c'est tout le contraire. Je me demande toujours s'il n'y a pas un niveau de fatalité là-dessus, c'est-à-dire, si t'es le mec qui fait ça, tu vas faire ça en fait. Tu peux pas ne pas être gêné par ta situation. Si t'es pas gêné par ta situation, moi je vais pas te gêner par ta situation, tu vois. Même en vente, je pourrais utiliser des outils consciemment, d'appuyer sur la douleur, de faire en sorte que tu te sentes mal, etc. Mais j'ai même pas envie de travailler avec toi si je dois faire ça, tu vois. Parce que encore une fois, moi la première fois que j'ai eu une opportunité qui était de la merde, pour laquelle je devais payer, pour vendre un produit dans lequel je croyais pas et je m'en battais les couilles, j'ai répondu, peu importe le prix, je vais le faire. Et si tu m'avais dit de vendre des paquets de chips vides, je l'aurais fait quand même. Du coup, quand t'as besoin d'être rassuré et caressé et qu'il y ait putain de Warren Buffett qui fait 100 milliards, qui te dit allez mon coco, tu peux le faire, reste dans ta merde à la fin. Reste dans ta merde pour moi. C'est genre, si ça te dérange pas, ça me dérange pas non plus, parce que j'ai pas envie de servir mon vin moi-même au restaurant, tu vois. Donc si ça te dérange pas, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est juste ça. Et à l'inverse, les gens qui sont dérangés par ce discours, bah c'est bien parce que ça leur permet de savoir de quel côté ils se situent, tu vois. Je pense que si t'es un peu plus noir ou blanc avec qui t'es, et ben t'es beaucoup plus frontal sur le fait je passe à l'action ou pas. Genre au lieu de se dire le mindset, ça a donné une porte de sortie. Tu sais, c'est un peu comme Sun Tzu qui disait si tu veux attaquer un village, tu leur laisses une porte de sortie parce qu'ils vont tous s'enfuir vers la sortie et t'as juste les récolter à la sortie. Alors que si tu laisses pas de porte de sortie, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Donc c'est un peu de la même manière. C'est-à-dire si tu te dis soit je passe à l'action, soit je passe pas à l'action. Ah non, je peux aussi aller me branler en lisant un livre ou à regarder des vidéos de mindset. Bah, ils vont tous courir vers la sortie parce que c'est un parallèle d'action super simple, tu vois. Ouais. Du coup, tu fais ça, mais au final, tu as couru vers la sortie et tu t'es fait cueillir là par la procrastination. Tu es en train de rien faire et de servir à rien, tu vois. Donc voilà, pour moi, dans la plupart des cas, c'est ça. Tu vois un business model, tu te dis ce mec-là, il fait beaucoup d'argent avec ça, ou en tout cas, ce qui te drive vers ce business, ou alors ça peut être à l'inverse, toi qui te dis je comprends tellement bien un marché, j'ai la sensation que ça ferait beaucoup plus d'argent là-bas. Mais en tout cas, premier truc, c'est d'avoir la certitude que ça va faire de l'argent, sinon pourquoi tu lancerais dans un business, tu vois. Le truc qui t'attire à la base, c'est que tu te dis ok, c'est stylé, il y a un potentiel. Deuxième chose, tu te prouves que c'est réel. Troisième chose, tu te prouves que c'est simple d'une manière ou d'une autre, et tu te sers de cette énergie d'ignorance pour le faire le plus vite possible. Ou te confronter au marché, tu vois. Au moins te confronter au marché et faire les choses. Dip your toes, on dit. Tu vois, tu mets tes doigts de pied dans l'eau. Ouais. Direct. Ok, ouais, je vois. Donc le plus important, c'est de se lancer finalement. Ouais. Si on devait résumer en une phrase, ce serait se lancer. Faut avoir plus peur de ne pas faire que de faire mal. Ok, ouais, là-dessus, je te rejoins entièrement. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport aux applications. Du coup, c'est des abonnements à low ticket, d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, low ticket, du coup, c'est 10, 15, 20 euros maximum pour une application. Et concrètement, du coup, comment tu gères un peu les taux de désabonnement et les taux d'abonnement? Alors, ça va dépendre de la cible. Mais globalement, si tu fais du DTCR mass market, tu as plusieurs astuces. Mais en soi, déjà, il faut que tu sois bien profitable upfront. Il faut pas que tu comptes trop sur le churn parce qu'en moyenne, les gens ils vont rester 3-4 mois sur l'application mensuelle. Donc, ce que tu fais, ça va être l'optimisation des revenus pour moi. Il y a deux choses. Déjà, tu peux aussi rediriger les gens vers un paiement annuel, à vie, mensuel, hebdomadaire. Donc, c'est 4 stratégies différentes. Il faut que les 4 elles soient rentables pour toi. Tu vois. Si tu es en mode, il faut que le gars il paye au mois, mais il faut qu'il paye au moins 4 mois pour que je sois rentable, il faut que tu sois certain de ton churn. Et donc là, ça va être l'intérêt de l'application. S'il y a un build-up à travers les mois, s'il y a un visuel sur un plan d'action. Tu
tu vois. C'est-à-dire, si tu as une appli qui te met directement dans le bain de la raison pour laquelle tu prends cette appli, c'est pour un changement de vie sur 100 jours, bah pourquoi est-ce que tu la désinstalles au bout de 15, tu vois. Ouais. Deuxième chose, pour moi, un phénomène hyper intéressant dans les applications et qui, je pense, fonctionne dans pas mal de business, il faut que l'appli, elle veuille dire quelque chose sur toi. Même si c'est très léger. Il y a une appli, par exemple, d'échecs, la plus grosse appli d'échecs, chess.com. T'as un peu un truc où tu payes l'abonnement chess.com parce qu'un jour, t'as pris la décision de je veux être le mec qui apprend à jouer aux échecs. Et tu peux pas la supprimer, cette appli, parce que supprimer ça, c'est un peu renoncer à la compétence d'un jour faire ça. Tu vois. Et c'est à peu près ton seul canal d'entrée vers ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est featuriser une formation sous format d'application, en fait. C'est-à-dire, c'est une application, mais ça a la même vision, le même onboarding, la même valeur ajoutée et la même projection de résultats qu'une formation. D'accord, ok. Et en fait, si tu fais ça, du coup, il y a une douleur. D'accord, ok. Ok, oui, donc le but c'est sous 90 jours faire un max de cash, en gros, pour de ton côté assurer aussi tes revenus, c'est ça? Tu veux dire en tant que l'entrepreneur qui fait l'application? Oui, bien sûr, pour l'entrepreneur. Ouais, c'est pas tant sous 90 jours parce que de toute façon, tu vas pas, rarement tu vas upsell dans l'application. En vrai, il faut que tu fasses du cash upfront en fait. D'accord, ok. L'acquisition soit suffisamment proche de zéro pour que tu fasses du cash upfront. Ce qui est bien parce que là, tout de suite, avec TikTok, avec la viralité potentielle que n'importe qui peut avoir sur les réseaux, tu peux faire de l'organique qui boom et du coup gratuitement avoir du feedback et ensuite optimiser la conversion des gens. Après, tu peux aussi suroptimiser, avoir des newsletters et vraiment l'aborder comme de l'info ou comme un vrai business en quelque sorte, alors que c'est une appli DTCA très simple que tu as fait en 30 minutes sur Google AI Studio, tu vois. Mais au départ, pour moi, tu peux être rentable avec une stratégie d'acquisition qui est juste optimisée cash. C'est-à-dire, il faut que tu sois quasiment rentable juste avec les influenceurs ou juste avec l'organique ou juste avec la paid ads, tu vois. Si tu as un canal d'acquisition qui est rentable comme ça, front, t'es bien. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est rediriger. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de travailler leur voie vers le haut, je fais une traduction en français, je pense que ça fait du sens, ils travaillent vers le bas, c'est-à-dire les gens ils se disent ok, je vais vendre mon application qui est en paiement hebdo et je vais la vendre, je sais pas, 7,99 en hebdo, 25 € au mois et 50 € à l'année, tu vois. Et ils se disent bon les gens vont prendre 8 € par semaine, mais avec un peu de chance, il y en a qui vont prendre le gros paiement, l'abonnement à l'année, et du coup ça me permet d'avoir un average qui est sur 6 mois ou je sais pas le calcul, j'ai donné les chiffres au hasard, mais en gros ça m'average 6 mois alors que le churn il est de 3 mois, donc je suis mieux. Tu peux faire ça, ou alors tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire arriver sur une app et avoir la vision que l'app elle est achetable que à l'année. Et pour moi, c'est des éléments de suroptimisation. Il y a une de mes apps, et pareil avec Alex sur Twitter, les 2/3 des achats, ils se font par les personnes qui refusent le premier paiement. C'est-à-dire la personne, elle arrive sur le paywall, ça lui dit c'est tant à l'année. Il dit c'est trop cher, je veux pas. Il ferme le paywall. Ça lui ouvre un paywall, réduction si tu le prends au mois. Si vraiment il refuse, là déjà tu as un tiers de conversion qui se fait ici. Un tiers des conversions il se fait sur le gars, il a un passage de l'année au mois. Et si vraiment il veut pas, offre exceptionnelle, tu l'as à la semaine. Et là tu as 5 minutes, et tu as un quart d'heure, 5 minutes. Okay. Et en fait le truc c'est que plus tu fais ça, plus tu es rentable parce que au lieu de les gens se disent si on prend à 8 € à la semaine, je suis bien. Si on prend au mois, je suis un peu moins bien parce que proportionnellement on me paye moins cher. Et si on prend à l'année, ça me paraît cool sur le papier, mais en vrai le mec te paye pas cher en réalité. Oui. Alors que si tu fais l'inverse et que tu as la vision de je suis déjà rentable cash à l'année alors que c'est mon prix le moins cher, et qu'ensuite tu work your way down, c'est-à-dire les gens ils sont en mode ok, tu veux pas payer à l'année, on peut te faire au mois, par contre c'est plus cher. Ok, tu veux pas payer au mois, on peut te faire à la semaine, par contre c'est encore plus cher. Et en fait, du coup, moins le gars paye cash, plus t'es rentable. Alors qu'inversement sur les apps, dans la plupart des cas, moins le gars paye cash, plus le gars paye cash, moins t'es rentable parce que tu étales, tu vois. Okay. Tu étales ton average. Et du coup, juste c'est des pop-up qui s'affichent, mais ils s'affichent tous d'affilée ou alors c'est à chaque fois qu'il lance l'application? Il peut y avoir plusieurs choses, non, ils s'affichent d'affilée au moment où tu fermes, tu peux même afficher des messages au moment de supprimer l'application. Le gars il clique sur son doigt pour supprimer l'application, tu lui fais popper un truc et c'est gratuit pendant 3 jours et tu le mets que ici. C'est une notification sur iOS direct? Non, c'est dans le modifier, supprimer, tac, tu peux rajouter un message personnalisé, tu peux lui mettre obtiens 3 jours d'essai gratuit, tu vois. Tu peux le cacher que ici si t'as envie. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, c'est bien ça. Ouais. Ça le fait rester du coup. Ok. Et d'ailleurs, tu as parlé d'organique. Je voulais te poser la question, mais du coup, tu l'as déjà abordé sans que je te demande. C'est quoi la stratégie d'acquisition? C'est ads organique ou full organique, full ads? Ça va dépendre de l'app. Et ça va dépendre du potentiel et ça va dépendre de la cible. Si la cible, ça fait vachement de sens en paid, tu la fais en paid. L'organique, pour moi, c'est un excellent moyen de tester aussi le marché gratuitement. Ça dépend du profil aussi de la personne avec laquelle on va travailler sur l'app, etc. Si vraiment t'as pas de budget ou quoi que ce soit, l'organique, ça va être le plus simple forcément. Si t'as une excellente compréhension de l'organique aussi, ça va être très bien parce qu'en fait, c'est pas juste moins bien parce que c'est gratuit. En vrai, ça peut être très très bien et ça peut être une excellente solution pour inonder le marché. Il y a beaucoup d'apps d'ailleurs qui pètent en 1 ou 2 ou 3 mois avec du full organique. Donc si t'as une bonne strat, ça va permettre deux choses. Ça va permettre un positionnement viral
viral et ça va permettre l'establishment de la marque. C'est-à-dire commencer à tapisser et que les gens te voient partout. Parce que beaucoup de gens achètent après plusieurs expositions. C'est pas tu vois une fois la ads et t'achètes, tu vois. C'est 7 fois généralement. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, tu vas avoir le truc, c'est que tu vas te servir de l'ADS pour le point de conversion, mais si tu t'en sers en front, il faut que tu sois confiant que ton app elle download en une fois, ou alors il faut que tu aies un CAC qui est très bas, quoi. Du coup, voilà, si tu as un CAC qui est super faible, bah, tu peux envoyer de la paye directe, mais sinon, normalement, moi je vais plutôt utiliser l'organique pour nourrir, le CAC pour convertir pas mal, mais en vrai, l'influenceur, c'est ce qui convertit le plus. Ouais, c'est personal brand. Ouais. Encore une fois, ouais, j'avais demandé du coup, parce que moi j'en parle beaucoup, personal brand c'est super important. Je suppose que du coup, par exemple, si t'as un client qui fait une application de sport, si le gars il est fit, si le gars il est en forme, il se montre, il fait des vidéos et puis c'est beaucoup plus simple de vendre l'application. Ouais. Parce que du coup, ça partirait pas en mode, tu sais, beaucoup d'applications c'est logo, branding, là c'est vraiment le personal branding qui a joué. Ouais. D'accord. Et en plus, avec les influenceurs, je pense peut-être les gens sont peut-être un peu biaisés sur ce genre de chaîne business, ont un biais personnel qui est que la plupart des gens ils comprennent rien à ce qu'ils font en business en fait. Et il y a énormément de gens sur les réseaux, sur TikTok et sur Instagram qui font ça pour leur kiff perso, tu vois. Je pense que beaucoup de gens qui regardent ta chaîne, ils le font comme moyen de faire de l'acquisition de trafic pour leur business, ou en tout cas ils cherchent à le faire dans un but de monétaire upfront, enfin direct avant de démarrer quoi. Mais il y a plein de gens pendant le Covid ou même avant ou après qui juste, ils ont kiffé, ils kiffent, ils font du contenu TikTok, ils font du contenu Insta, ils ont des millions d'abonnés, ils monétisent zéro. Ouais. Il y a plein de gens, ils savent pas du tout monétiser. Et si tu te dis, je vais l'aider à monétiser, tu vas être surpris de l'incompétence du gars des fois. Tu vois, tu vas demander de faire des choses très simples et tu te dis, ah ouais, le gars, c'est pas créer un compte System.io, tu vois. Donc, tu dis, ok, c'est un win-win si je fais tout le business à sa place, tiens, plug. Voilà. Fais un placement de produit, tu vas beaucoup plus faire d'argent comme ça, parce que sinon, il va te falloir un an pour apprendre vraiment faut refaire tout son mindset, la flemme, tu vois. Si tu veux qu'il fasse du cash, tu lui construis le business, tu lui mets l'app dans la main, tu lui dis tiens, fais l'app comme ça, fais la pub comme ça, pousse-le comme ça à ton contenu et ça te permet de kickstart super fort, ça te permet de faire des bons partenariats avec des mecs sans avoir à les payer upfront si vraiment ils sont désespérés au niveau de la monétisation, ce qui est le cas de beaucoup de gros influenceurs aussi. Et en plus, je trouve que ça rentre pas du tout en conflit avec l'infoprenariat. C'est-à-dire même un influenceur ou quelqu'un, peu importe, ça peut ne pas être un influenceur, mais quelqu'un qui a une audience ou qui a un personal branding, qui fait même beaucoup de cash en acquisition pour son programme, pour son business, je trouve que c'est pas du tout conflictuel de temps en temps pousser une app. Tu vois. C'est pas la même clientèle en fait. C'est un programme à 4 000 € et qu'après tu pousses une app à 9,99 qui fait du sens pour ton audience. Les deux ça se fait, c'est vraiment de l'argent gratuit et ça impacte pas du tout ta brand. Tu vois. Donc, puis ça donnera peut-être envie aussi d'acheter le programme à 4 000 € après, parce qu'on d'upsell. Je suis d'accord avec toi, il y en a qui ont une audience. Avec mon audience, j'ai un client, c'est un coach de basket, il avait 40 000 abonnés. Il ne sait pas, il faisait que des vlogs, il se montrait au basket et tout. Mais que les abonnés qualifiés, les gens qui faisaient du basket. Je lui ai dit simplement, pourquoi tu vends pas un produit? Il me dit, bah, je sais pas comment on fait, ça. Et au lieu de lui prendre un upfront, j'ai pris des pourcentages directs. On lui a fait l'offre, on lui a tout fait, préparé. Le gars, il a fait 25 000 € au premier mois. C'est-à-dire qu'il retardait tout le temps le lancement. Et du coup, il marchait sur 25 000 € par mois tout le temps depuis 3-4 mois. Ouais. C'est grave quand même, je trouve. Sinon, ils ont pas la vision. Le plus gros truc, c'est l'urgence, de toute façon. C'est vraiment, moi, je dis que de toute façon, ça coûte 1 million par an de pas savoir comment faire 1 million par an. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. C'est une phrase qui rôde dans ma tête aussi souvent. Donc voilà. Et ok, mais du coup, c'est intéressant. Donc là, actuellement, tu as plusieurs applications. Et tu as un autre business encore ou pas? Parce que tu as parlé d'import-export. Tu as l'infoprenariat aussi. J'ai 2 business du coup dans l'infoprenariat, qui est ce dont j'ai le moins parlé, je pense. C'est du coup l'accompagnement autour des applications, ça j'en ai parlé. Et j'ai un deuxième programme autour de l'acquisition, parce que j'ai une agence de marketing qui s'appelle Velar Marketing, sur laquelle on travaille du coup strictement sur l'acquisition et la conversion de clients. Et j'ai une branche dans cette agence qui est du coup du Done With You et du Done For You aussi pour l'acquisition et la restructuration de business. Et on a aussi une partie mix Do It Yourself Done With You, un accompagnement en acquisition. D'accord, ok. Ouais. Okay. Mais du coup, je suppose que tu as délégué une grande partie de tous ces business-là parce que tu en as 4. Une bonne partie, ouais. J'ai délégué une bonne partie. Après, le truc, c'est que en vrai, tout est assez faisable. Je pense que c'est faisable en même temps, mais c'est pas faisable de zéro en même temps. Tu peux pas, pour moi, c'est pas une bonne stratégie de démarrer même 2 business de zéro. Une fois que tu as un business qui est lancé, que tu as un roulement, tu peux déléguer ou tu peux même ne serait-ce que profiter de ton propre momentum, tu vois, pour faire que les tâches à faire au quotidien soient différentes. Ok, oui, donc c'est gérable, mais pas à start. Non, pas à start. Ouais. Bah parce qu'en fait, le truc, c'est que ma stratégie de start, c'est le déséquilibre. Du coup, je peux pas gérer tout ça en même temps. Parce que ma stratégie à moi, c'est genre, je fais all-in et je passe que ça. Ouais, oui, donc oui, ça pourrait pas. Ouais. Pourrait pas. Ok. Et donc aujourd'hui, niveau infopreneur, donc tu as 2 produits. Toi, j'ai une question, c'est intéressant. Comment tu gères la delivery, toi, de tes clients aujourd'hui? Donc tu as une partie d'info ou Done With You, tu m'as dit. Mais bon, pour Done With You, comment tu gères la delivery? C'est call de groupe, call one-one? Comment ça se passe? Je fais des calls de groupe, je fais des calls one-one. J'aime bien faire des calls de mini-groupe, moi. J'aime bien faire des calls à 2 ou 3. Enfin, plutôt
3, en vrai, je trouve que c'est le sweet spot parce que je trouve qu'il y a un gros avantage à prendre en compte les problématiques des autres parce que parfois c'est difficile pour eux de même savoir la question qui se pose eux-mêmes, tu vois. Quand tu apprends une information, le problème c'est que tu n'as pas de visibilité sur ce que tu dois savoir. Du coup, quand tu fais des calls avec plein de gens, de mon expérience, tu as une bonne part des gens qui savent même pas quelle question poser pour eux, ils sont bloqués mais ils savent même pas vraiment pourquoi ils sont bloqués et ils sont pas à l'aise de poser une question parce qu'ils ont pas envie que tu leur dises la réponse elle est dans le programme 50 fois de suite parce qu'ils le vivent un peu de leur manière, quoi. Ils disent ok, s'il l'a pas compris, il l'a pas compris. Alors sur l'école de 3, je trouve que c'est un excellent sweet spot parce que à la fois tout le monde est un peu obligé de parler et du coup d'écrire sa problématique, t'as le temps de passer 15-20 minutes par personne vraiment pour rentrer en profondeur au moins sur la problématique principale et tout le monde apprend, plus t'as quand même un truc de cohésion, plus t'as quand même le fait d'être tiré vers le haut parce que sur les 3 t'en as toujours au moins un ou deux qui est déjà activement en train d'avoir des résultats si ton accompagnement il est bon, du coup ça tire toujours vers le haut à peu près tout le monde. En plus toi ça te permet d'avoir du très bon feedback et pour moi c'est hyper important d'avoir du feedback sur ce que font les gens, où est-ce qu'ils avancent, ne serait-ce que pour pas avoir l'arrogance de dire ah j'ai dit ce qu'il fallait donc s'il comprend il comprend, tu vois, mais en fait de vraiment comprendre est-ce que lui il comprend parce que la métrique c'est ça, tu vois. C'est un peu comme en business, la métrique c'est pas le fait que tu penses que ce soit une bonne idée, c'est le fait que les gens achètent. Si tu fais 1 milliard par mois en vendant des chaussettes, vends des chaussettes, tu vois. On s'en bat les couilles que tu penses que ce soit une bonne idée, c'est l'argent des gens qui te disent si c'est une bonne idée ou pas. Là c'est pareil pour l'accompagnement. Donc ouais, pour la delivery il y a ça, il y a deux choses. Et il faut voir aussi, il faut considérer le niveau d'awareness de tes clients. Si t'es à la construction du business, pour moi il faut profiter du shiny object, il faut comprendre tous les biais humains, et il faut comprendre que les gens ils ont besoin du shiny object. Donc travailler en profondeur pour quelqu'un qui n'a pas de conscience, c'est le faire utiliser toute sa motivation pour de la théorie en fait. Donc c'est ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'utilisation de sa motivation, c'est la même chose. Si un mec, si t'es en B2C ou que t'es sur la création d'un business, pour moi il faut que tu fasses shiny object. Il faut qu'il se passe un truc très rapidement. Il y a la quick win, ça tout le monde connaît, mais pour moi c'est quick win sur quick win sur quick win sur quick win jusqu'au résultat en fait. Et après les résultats, là on commence la rééducation. D'accord, ok. C'est pas une quick win et après ok maintenant on se tape 5 heures de temps. Je l'ai fait ça et selon moi, je pense que ça amène des bons changements quand il y a déjà un niveau de compréhension du marché. Mais quand le but c'est le cash, faut faire quick win jusqu'au résultat. Ouais, ok. Parce que en vrai la meilleure quick win c'est le fait de faire du cash. Quick win de créer un compte ou faire une vidéo et poster une vidéo c'est super, mais en vrai la vraie quick win que le gars il veut c'est du cash. Donc si tu lui fais faire du cash rapidement, là il est hooked. Parce que surtout en B2C, parce que le gars il a jamais fait de l'argent ailleurs, ou peut-être, mais pas de cette manière-là, et surtout rarement aussi rapidement et aussi facilement en comprenant rien dès le départ. Donc là en général t'as des très bons feedbacks comme ça. Ok. Mais juste parler de call de groupe avec 2-3 personnes, mais t'en as beaucoup du coup des calls de groupe, non? Parce que je sais pas combien de personnes dans le programme, mais il doit en avoir pas mal. Ouais, il y en a pas mal. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Sur le programme, donc la Business Army que j'ai fait, sur la Business Army, et donc il y a des ambitions différentes. Sur la Business Army où il y a des calls en petits groupes aussi, l'objectif c'est de créer un network. C'est aussi que les gens fassent de l'argent et on travaille sur l'acquisition, mais on travaille beaucoup plus sur l'aspect développement. Enfin, on travaille pas beaucoup plus, mais disons la vision, c'est le développement structurel de business et aussi personnel. Donc c'est-à-dire il y a vraiment aussi bien le fait de faire le plus de cash possible que le fait de connecter avec des gens qui ont de l'ambition. Okay. Donc c'est vraiment un mélange de networking et de business. Et donc pour ça, il n'y a pas de perte parce que quasiment tous les appels ça mène à quelque chose d'autre. Ça mène à une idée de business commune ou ça mène à quelque chose où il y a du scaling concret parce que les gens ont déjà un business avancé ou alors sont à deux doigts parce qu'ils ont déjà une idée. Donc il y a vraiment un apport de valeur qui est réel malgré le fait de prendre le temps. Et donc pour ça, ça me dérange pas. Pour la cash app, donc la création d'applications en partenariat, comme on est payé au pourcentage, j'ai tout intérêt à le mettre et donc ça me dérange pas de le faire non plus. Mais pour moi, c'était hyper important d'être dans un scénario dans lequel j'ai pas la sensation de perdre par le fait de donner mon temps, tu vois. C'est-à-dire que ça me dérange de donner mon temps si je donne rien. Et pour être super honnête, je sais pas si c'est partagé par d'autres personnes, mais moi dans l'import-export, j'avais cette sensation et je pense que j'ai eu la sensation dans tous mes business. C'est soit t'es payé après et du coup t'as l'impression de travailler gratuitement donc ça fait chier, donc en fait tu veux te faire payer upfront, mais quand tu te fais payer upfront t'as un peu la sensation de j'ai déjà été payé, tu vois. Ouais, donc quand tu délivres t'es en mode ah, et donc je pense que c'est pour ça que c'est super intéressant de structurer son modèle de rémunération sur un truc qui te provoque de l'enthousiasme, tu vois. Et comme on est payé un pourcentage sur les apps, en plus l'avantage c'est qu'on est volontairement payé un pourcentage qui est pas très élevé parce que on a tout intérêt à ce que les gens fassent des très gros revenus, et comme j'ai la croyance que les gens peuvent vraiment faire des très gros revenus, j'ai vraiment envie de me servir de ça pour manipuler mon propre cerveau et me dire s'il fait pas énormément d'argent, moi je fais quasiment rien, tu vois. Donc il faut que le mec, ça change vraiment sa vie financière. Donc il faut qu'on aille chercher des revenus à 6 chiffres par mois vraiment pour que ça vaille quelque chose pour moi. Ouais. Donc du coup, ce serait quoi l'idée de fou pour lui, tu vois. Genre il faut vraiment que je me crée des connexions neuronales quand je suis posé avec les gens. Et dans ce cas-là, en général, comme je suis quelqu'un d'assez créatif et que en plus j'ai un bénéfice à le faire, ça me permet d'aboutir à un vrai truc. Et en plus, moi, ça me dérange pas de le faire parce qu'il y a comme un retour quasiment direct, tu vois, à répondre aux questions. T'as jamais la sensation de patauger et te dire ah je te l'ai dit 1000 fois. T'es pas en mode ah le mec me pose une question, il m'a payé donc je lui dois la réponse. T'es plus en mode si je trouve la réponse à cette question bien parfaite pour lui pour qu'il exécute, x2, tu vois. Ouais. Donc du coup à chaque fois t'es beaucoup plus hooked. Un mec qui t'envoie un message et il comprend pas, t'es pas en mode oh putain je lui ai dit 1000 fois. T'es en mode allez on s'appelle tout de suite, on règle tout de suite, tu vois. Ouais, t'es à fond dedans. Ouais, c'est ça. Mais aussi parce que le mec te paye pour ça évidemment, mais du coup tu le fais pas parce que tu te sens redevable, tu le fais parce que tu vas être payé encore plus, tu vois. Oui. Donc tu te sers de tes propres biais aussi, tu vois. Et du coup ça crée un win-win. Ouais, c'est sûr, c'est un business model qui est beaucoup plus intéressant au final.
je trouve, ouais. Sans discrétion, du coup, quand il rentre dans l'accompagnement, il y a une sélection par rapport vraiment à son mindset, à ses ambitions, à son projet, et il y a un engagement au début, du coup, ou vraiment c'est que du pourcentage? Il y a un engagement au début qui permet d'avoir accès à l'information. Ensuite, il y a différents modèles. Il y a quand même une part sur le profil parce qu'on a des idées d'applications qui sont déjà prêtes. Là, on est en train de faire un travail où on va surmarcher, je pense. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Et à chaque fois, je fais ce travail-là. Alors, je suis pas ultra exposé au marché français, mais même aux US, j'ai jamais vu ça. Donc, à chaque fois, j'aime bien prendre cette approche. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a à disposition des listes d'idées. J'aime bien quand même expliquer ce qui fait que la personne, elle pourrait avoir une bonne idée parce que même quand on donne l'idée, j'aime bien que la personne, elle comprenne pourquoi est-ce que l'idée est bonne. Parce que sinon, ça remet en question et tu peux te poser la question de « Ah, est-ce que tu as pensé à faire ça ?» Oui, j'ai pensé à faire ça, tu vois. J'ai pensé, si je te dis ça, c'est parce que c'est mieux, tu vois. Mais du coup, il faut que je l'explique. Donc, c'est pour ça que tu as quand même une part de do-it-yourself, pas forcément pour le do-it-yourself, mais pour la compréhension de ce qu'on va te donner. Ensuite, soit le mec avait déjà une idée à l'avance et quand il arrive, on lui fait vraiment une roadmap directe. Donc, le mec, on sait déjà ce qu'on va faire et soit il démarre l'accompagnement, soit il le démarre pas, mais au moins il a l'information sur ce qui serait le plus malin et intelligent à faire dans son cas. Okay. Soit il n'a pas d'idée et là, il y a un fee upfront parce qu'il va accéder à nos idées. Et il y a deux types d'idéation. Il y a soit les idées, on donne carrément le prompt pour la vibe coder, il copie-colle, l'appli elle est comme ça et elle est prête en 5 minutes, mais il comprend pas pourquoi il l'a fait, donc c'est cool de regarder un peu les vidéos pour comprendre pourquoi c'est stylé. Mais si tu as envie de la copier-coller, je peux aussi juste la mettre comme ça sur pied en 5 minutes. Et tu as une part d'analyse, de pré-analyse qui est déjà faite. Donc c'est-à-dire, il y a l'idée en elle-même, peut-être elle sonne stylée d'elle-même, mais en plus tu as aussi des modules avec l'explication concrète de voilà pourquoi cette idée elle est bien. Parce qu'il y a une autre application qui fait X, mais il leur manque X, ils font X euros par mois, et si on faisait ça qu'ils font pas, on aurait tel résultat, ou alors ils sont pas sur le marché FR, on copie-colle leur stratégie et on fait X, tu vois. Donc en fait, tu as une explication de pourquoi l'idée elle est bien. Et là, on est en train de mettre en place des partenariats pour justement déléguer même la création de contenu organique et faire que le contenu qui est créé sur Instagram et sur TikTok, il soit fait justement par d'autres personnes à leur place en faceless, voire même en personal branding, que d'autres personnes accolent leur personal branding à leur application et faire des partenariats avec des influenceurs pour eux. Ce qui fait que les gens vont arriver dans le programme, on aura fait l'idée à leur place, on aura fait le prompt pour vibe coder l'application qui sera codée par l'intelligence artificielle, on aura fait le travail pour que l'application elle soit postée rapidement sur l'App Store et une fois qu'elle est postée, c'est même pas eux qui font le marketing. Donc ils ont ni l'idée, ni fait le vibe coding, ni fait l'acquisition et le marketing. En fait, ils font de l'argent. En fait, ils payent pour récupérer de l'argent, tu vois. Ouais. Ils payent pour récupérer de l'argent et nous on prend une part dessus. Donc, okay, c'est win-win. C'est vraiment un win-win de fou là pour le coup. Je pense aussi. Et justement, parce que l'idée elle sonne folle, moi forcément ça m'enthousiasme, tu vois. Et là du coup je suis dans un scénario où pourquoi je vais dire non à prendre un appel? Ouais, je les prends tous les appels, tu vois. S'il y a besoin ou c'est pas forcément un appel parce que faut aussi pour revenir sur la delivery. Henry Ford il disait une phrase qui est très intéressante je pense, c'est si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient dans la vie, ils m'auraient dit des chevaux qui courent plus vite. Donc c'est-à-dire les gens, ils ont leur vision à eux. Et ils ont ce qu'ils croient qui est bon pour eux, tu vois. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est ton job de savoir ce qui est bon pour eux. C'est pour ça que c'est toujours plus facile de vendre quelque chose sur ce que tu comprends et que tu as expérimenté. C'est parce que tu sais que le mec peut avoir des fausses croyances qui sonnent bien mais qui sont pas les bonnes. Et il y a beaucoup de gens qui te diraient ah si je l'avais au téléphone ça arrangerait. Non, c'est pas forcément ça la réponse, tu vois. Donc c'est ça, il faut savoir structurer ta delivery en te basant sur ce qui toi t'a aidé à faire ce que tu avais à faire. Des fois c'est avoir un appel, des fois c'est juste avoir une roadmap, des fois c'est juste avoir un feedback, des fois c'est juste dire ouais elle est super ton idée, fais-le à ça, fais-le vite, tu vois. Poste, montre-moi l'Instagram, montre-moi XY. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as aussi différents types de feedback, voilà, c'est pas focus que sur l'appel juste pour l'appel, tu vois. Ouais. Mais, Ok, moi je suppose aussi du coup, moi j'ai fait ça de mon côté, avec le nombre de clients qu'on a eu aussi, on a structuré la formation vidéo aussi pour qu'ils puissent avoir toutes les réponses de A à Z avec un réel plan d'action, je suppose que c'est pareil du coup de ton côté. Sûr, ouais. Le but c'est, faut pas se mentir, de faire en sorte que le client puisse avancer au maximum tout seul pour nous gagner un max de temps et que lui aussi il puisse avancer vite. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Le but c'est ça. Après, le problème pour moi du do it yourself, c'est les gens qui n'osent pas poser les questions encore une fois. Et ce qui est une part étonnamment présente. Et beaucoup, beaucoup. Les gens n'osent pas poser les questions. Donc les relancer c'est cool, essayer de comprendre leurs problématiques c'est cool, surtout assez rapidement dans l'accompagnement parce qu'il arrive un stade où les gens même répondent pas aux messages. Si jamais tu laisses, après évidemment si tu laisses traîner 9 mois, tu vois, mais je veux dire, c'est bien d'utiliser encore une fois, faut utiliser le biais principal de l'humain pour toi et pour les autres qui est, quand tu es motivé à faire un truc, c'est là où tu as le plus d'énergie et quand tu as de l'énergie, tu prends des bonnes décisions. Donc si tu le DM quand il a un bon niveau d'énergie, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, première semaine en tout cas, faut que tu aies un feedback, faut qu'il soit activement en train de faire un truc, faut qu'il ait une quick win, faut que tu utilises le shiny object, tu lui fais avoir un truc, rapidement, faut qu'il fasse du cash rapidement, et une fois qu'il fait du cash, là tu es en mode, en tout cas dans mon scénario où tu es payé au pourcentage, là tu es en mode ok, il a tout fait là en gros le gars, tu vois, même si c'est grâce à toi, même si c'est grâce à la structure de la formation, il t'a amené au point où ça faisait du cash, du coup scaler c'est le plus facile, tu vois, c'est comme si tu prends un mec, lui faire définir sa niche, lui faire passer à l'action sur les vidéos, lui faire avoir des vues et lui faire convertir, c'est la partie difficile. Une fois que ça convertit, le scaling il est évident, parce que 90% c'est des choses qu'il sait qu'il devrait faire, juste qu'il a la flemme de les faire. Donc toi si tu rentres en jeu à ce moment-là, t'es parfait. Et si en plus tu prends un pourcentage là-dessus, t'es en mode c'est cadeau, tu vois. Donc pour nous c'est ça, c'est le do it yourself oui, mais il faut juste l'envoyer vers la quick win le plus vite possible, tu vois. Donc il faut prendre en compte qu'il y a des gens qui t'envoient pas de message non plus. Mais c'est pour ça que c'est assez demandant aussi en vrai l'infoprenariat pour
pour cette raison-là. En réalité, c'est les gens qui te drainent, tu vois, c'est pas le concept. Parce qu'en théorie, tu donnes l'idée, il le fait, tu vois. Mais dans les faits, c'est pas comme ça. Bah, ce qu'il va le faire. Ouais. Il y a aussi ça qui compte, surtout en B2C. Moi, j'ai une partie de mes clients qui est en B2C. On voit une différence entre le B2C et le B2B. B2B, tu dis un truc, il le fait, 1 heure après, c'est fait des fois. B2C, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est ça qu'il faut, dès le début, il faut bien les onboarder. Si ils onboardent bien, généralement, après, ça se passe bien. Mais il y en a, c'est compliqué. Et pour moi, il y a 2 choses. Il y a le comportement, il y a forcément le biais du comportement. T'es pas habitué à être entrepreneur, donc t'as moins le rapport à l'action rapide. Mais il y a aussi le fait que, pour moi, c'est peut-être l'effet brillant de quand t'es un business, tu fais un move, tu changes 5% ici, 10% ici, ça fait une vraie différence sur tes revenus, tu vois. Alors que quand tu gagnes 0, 5 ou 10%, ça change rien, t'as pas la vision de ce qui va se passer. Et donc en fait, ça revient à la vision. Le gars, il a même pas la compréhension du fait de ce qui va se passer concrètement s'il fait ça, tu vois. Donc du coup, il le fait pas. Mais s'il l'avait, peut-être que l'entrepreneur, il le fait soit parce qu'il est entrepreneur et c'est ce qu'il a amené ici, c'est que c'est un mec qui passe à l'action, ou c'est aussi lié au fait que le gars, il a un truc entre les mains. Tu lui dis envoie des mails, t'as 1000 personnes qui les lisent, sur les 1000, t'en as 200 qui arrivent en appel de vente, t'en as 20 qui convertissent, t'as X euros supplémentaires, t'as juste à écrire un mail, tiens, je te l'écris le mail. Voilà, le mec il comprend, j'appuie sur un bouton, il se passe un truc. Alors que si tu lui dis construis la base email, c'est vachement plus intangible. Tu vois. Ouais. Donc forcément, la distance en fait de la quick win elle est beaucoup plus élevée, donc t'es moins enthousiaste à le faire, quoi, tout simplement. Mais par contre, si tu prends même un mec en B2C, tu lui montres son niveau d'énergie au travers le plafond, tu vois, tu lui envoies de la motivation par le fait de la compréhension du truc réel, pas juste en disant t'es le meilleur, tu vois, de la vraie motivation, parce que le gars comprend que le marché il est réellement là, et après il faut qu'en fait ça lui crée une jauge d'énergie, et il faut qu'avant la fin de la jauge d'énergie il soit passé un truc, tu vois. Parce que s'il l'utilise pour être passif, bah il a brûlé son énergie, et c'est là où il arrive dans la phase de ah je sais pas trop, tu vois. Et là c'est l'enfer. Ouais, si tu utilises cette énergie-là pour consommer du contenu, comme tu as dit tout à l'heure, consommer de l'information plutôt que passer à l'action, bah, c'est sûr que là il aura perdu son temps. Ouais. Ok. Alors, je pense que c'est une question que tout le monde se pose en combinant tous tes business. Alors, je ne vais pas dire exactement, je comprends. Tu peux nous dire une tranche de ça que je génère en mois? Ouais, ça fluctue parce que j'ai l'impression que c'est sur internet, les gens ils fluctuent jamais. Tu vois, le business il est comme ça pour tout le monde. Moi ça fluctue. Je n'ai pas donné une réponse très précise parce que autant je l'aurais donné franchement il y a quelques semaines j'aurais pu te la donner, mais là comme on rentre sur le marché européen, en fait j'ai un problème, c'est que je suis dans un business qui est très corporate. Donc la plupart des éléments que je dis, ça pourrait vraiment nuire à mon business si déjà les vidéos que j'ai fait sur le féminisme etc. ça arrivait aux oreilles des fournisseurs et tout ça. Je pense que ça change l'ambiance de mon business honnêtement. Mais on fait en termes de profit net, parce que l'import-export aussi, je pourrais dire le chiffre d'affaires, mais chiffre d'affaires en import-export, ça n'a rien à voir, t'as 90% de cost, surtout nous en broker, donc tu touches pas le produit entre les mains, tu payes, donc t'as une grosse part de cost. En profit net, on fait, je fais, parce que si on cumule tous les business, plusieurs fois 5 chiffres par semaine, toutes les semaines, c'est une réponse qui te convient. Ouais, ça en général, je fais toutes les semaines, je vais avoir une journée, je vais avoir 2 jours à 5 chiffres nets, et plusieurs fois 5 chiffres du coup par semaine, toutes les semaines. D'accord, ok. Ouais, on peut visualiser. C'est normal que tu puisses pas le dire aussi, que du coup tu t'importes sur le marché européen, ce que tu as dit. Bah en fait j'ai des associés, je suis sur le marché européen et je vise la valo, donc ça fait beaucoup d'éléments qui font qu'en général t'as pas trop envie de le dire hors cadre prévu pour, on va dire. Ouais, je comprends, c'est normal. Mais pour les business info, j'en parle, même sur ma chaîne YouTube j'ai fait des vidéos où j'en parle. L'info on est monté à 6 chiffres par mois l'année dernière, là on est redescendu un petit peu, mais pareil, juste strictement sur l'info on fait 5 chiffres par semaine toutes les semaines en vrai. Ouais, ok. Et c'est le business qui me rapporte le moins. Pour le business d'application, j'ai montré combien l'application générait sur lely.io sur mon site. Donc en général, je montre à peu près les comptes en banque individuellement. Voilà. Oui, après il peut pas tout dire parce que du coup il y a des associés, c'est normal. Ok, ouais, donc on peut visualiser, enfin ils peuvent surtout visualiser à combien t'en es. Et de ton côté, c'est quoi ta vision? Du coup maintenant, tu t'es divisé la valo, mais c'est quoi ta vision pour sur 12 mois? Maintenant, je pense qu'on peut parler par année au niveau de tes business. En fait, je dirais que pour autant, je vise pas la valo réellement, donc c'est plus une conséquence. D'accord. Donc j'ai vraiment pas la vision. Je me considère pas vraiment comme un entrepreneur en quelque sorte. C'est-à-dire, je fais de l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est un véhicule. Je suis pas, j'ai pas fait d'école de commerce, etc. Tout ça, c'est juste un outil pour moi. Tu vois. J'utilise juste ce qui me permet d'arriver à ma vision, qui est porter des costumes italiens sur mesure et voyager où je veux. Tu vois. Ouais. Donc en fait, je rentre pas vraiment dans les cases dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au KPI à 10 000 balles par mois. Moi dans l'import-export on est monté à 6 chiffres par mois avec même pas de notion, avec un fichier notes et un numéro de téléphone, tu vois. Ouais. Donc pour moi c'est pas vraiment cette manière-là. J'exploite même à la plus grosse échelle ma vision de la même manière que quand je kickstart et que je suis en MVP, c'est-à-dire juste je rush à la prochaine opportunité, même dans le même modèle. Donc là pour le moment nous potentiellement, mais encore une fois comme cette manière-là de passer à l'action très rapidement, elle crée beaucoup d'incertitudes et d'imprévisibilité dans ce que je veux faire aussi, même en termes de chiffres. Évidemment le chiffre, l'objectif c'est toujours d'aller plus haut, etc. Mais je suis pas très attaché à ça parce que je fais jamais de business plan. Je considère pas que parce que je fais plus, je suis en mode business plan. Pour moi c'est 2 approches du business différentes. Donc là pour moi l'objectif
Mais encore une fois, c'est tout nouveau et court terme. Je sais même pas si c'est un objectif réel sur l'année, mais ça va être d'implanter mon business d'import-export en Europe aussi. Il y a une problématique très intéressante sur le marché. Si tu veux, on pourra en parler hors caméra pour te donner un peu plus de précision. Mais il y a une problématique très intéressante. Et si on arrive à se positionner, ce serait un business à plusieurs milliards potentiellement. Ok. Donc c'est vraiment juste une vision de l'industrie qui est complètement différente qu'un scaling tangible en quelque sorte. Le but ce serait vraiment de faire un bump et de changer d'industrie, mais c'est dans la continuité de ce que je fais déjà, mais c'est un angle un petit peu différent. Donc pour moi l'objectif, cette année il y a 2 objectifs. L'objectif ce serait d'aider et de créer 1000 applications sur l'accompagnement. Donc créer 1000 applications sur lesquelles nous on aura une part et on aidera les gens à développer en individuel. La Business Army, j'aimerais bien qu'on arrive à plus de 500 personnes également. Donc ça nous permet de développer un réseau d'hommes ambitieux aussi en parallèle, de faire en sorte qu'ils fassent de l'argent avec leur business, mais on va inclure aussi beaucoup d'autres parts sur le développement personnel, des choses un peu plus poussées et dont je peux pas vraiment parler sur les réseaux sociaux. Et sur l'import-export, le but ça va être de scaler et d'aller chercher ce nouveau marché-là. Ok, super intéressant. Je sais pas si tu avais d'autres sujets à aborder de ton côté. Moi je te suis. Moi de mon côté c'est good, vraiment c'est super intéressant. C'est que tu es le premier invité qui fait pas de l'infoprenariat et pour moi c'est encore plus intéressant que le coaching on connaît maintenant. Ouais. On a fait le tour je pense, mais vraiment c'est super intéressant. Ok. Super intéressant. Super. J'espère que ça va apporter de la valeur aux gens. Je pense qu'on aura une autre conversation peut-être en privé aussi si tu veux discuter plus en profondeur de ça, mais j'espère que les gens ont pu avoir une vision de l'intérêt du business aussi et de comment ça fonctionne. Ouais, bah j'espère aussi. Okay. En tout cas merci d'être venu. Avec plaisir. Et ça fait plaisir.